Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui au ministère de l'Économie et des Finances pour la 5e édition du Printemps de l'économie. Je suis d'autant plus heureuse que cet événement, les Printemps de l'économie, sont un partenariat auquel l'Institut de la gestion publique et du développement économique est particulièrement attaché. Ça fait maintenant 4 ans que l'IGPDE est partenaire du Printemps de l'éco. Et c'est un partenariat assez formidable parce qu'il nous permet vraiment d'entrer au cœur de l'une de nos missions, qui est précisément le rayonnement, l'ouverture, la diffusion de la culture économique. L'Institut de la gestion publique et du développement économique est l'opérateur de formation continue de Bercy. Donc nous formons les agents publics du ministère de l'économie et des finances et d'autres ministères au métier de la gestion publique et du développement économique. Et aussi, au travers différents événements, nous efforçons de diffuser, de faire rayonner cette culture et les enjeux liés à l'économie aujourd'hui. Je vous invite d'ailleurs nombreux, et je pense que certains d'entre vous le font déjà, à venir plus régulièrement ici. Nous organisons 8 fois par an des rencontres économiques consacrées aux grands sujets d'actualité contemporains, qui sont vraiment ouverts à tous. Un cycle défi climat également, qui propose chaque année des débats sur les enjeux du réchauffement climatique. Et puis je vous invite aussi, vous verrez ça sur notre site internet, à lire les publications du Comité pour l'histoire économique et financière de la France. L'IGPDE appuie ce comité qui fête ses 30 ans cette année et grâce auquel nous avons publié de nombreux ouvrages sur les politiques économiques au travers des âges et sur les grandes administrations de Bercy également. Voilà, donc pour nous c'est un partenariat qui est très 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 satisfaisant. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, vous verrez, j'avais juste envie de le citer avant de passer la parole à Pierre-Pascal Boulanger, le fondateur du Printemps. Dans le cadre de la réflexion menée pour l'organisation de la table ronde cet après-midi consacrée au rôle de l'État aujourd'hui, nous avons accompagné une quinzaine d'élèves à la rencontre de directeurs d'administration de Bercy pour expliquer de la façon la plus pédagogique possible. Enfin, moi, je les ai visionnés et j'espère qu'ils vous plairont pour expliquer leur métier très simplement. Et donc, vous verrez ces interviews filmées cet après-midi. Je saisis l'occasion pour remercier Samia Kelaf, la chef du département des VECO et son équipe, qui ont organisé ces interviews et plus généralement contribué à l'organisation de toute cette journée. Voilà, donc j'irai pas plus loin. Pierre-Pascal Boulanger va réaliser une introduction plus longue de ce printemps de l'économie qui est placé aujourd'hui sous le patronage du président de la République. Et donc je cède la parole à Pierre-Pascal que je remercie. Voilà. Pour ouvrir plus largement cette journée. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. C'est la 5e édition du Printemps de l'économie. 5 ans, c'est pas rien. On n'aurait pas cru au début que cette opération prendrait une telle ampleur. Elle est placée sous le patronage donc du président de la République, ce qui constitue, enfin en tout cas à nos yeux, peut-être qu'on se trompe, mais en tout cas une reconnaissance symbolique de l'utilité de nos actions. Juste un mot pour Michel Rocard, puisque c'est suite à une discussion avec lui qu'il m'a convaincu de la nécessité de me lancer dans l'organisation de journées d'économie à Paris, puisqu'il n'y en avait pas, et qu'il y a bien un constat qui est parlant, c'est que la France est un des pays européens où il y a le moins de rencontres économiques, comparé à l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc. Donc il fallait faire quelque chose à Paris, et le fait de m'être engagé là-dedans, je le dois en partie à Michel Rocard. Il disait, parce que la méconnaissance en économie est une menace pour la démocratie. Nous en avons donc fait notre slogan. Et cette 5e édition, elle se
passe dans un contexte particulier une montée inquiétante des populismes. Encore faut-il s'entendre sur le sens du mot populisme, bien sûr, mais en tout cas, on a énormément de signaux inquiétants, et il nous est apparu, au Conseil scientifique, qu'il était nécessaire cette année de choisir un thème pour cette 5e édition qui devait être en lien avec les échéances présidentielles. On entend beaucoup de propositions qui sont dénuées de toute logique économique, et on connaît la faiblesse conceptuelle, quelquefois, des Français en économie. Et je pense que cette année, cette 5e édition a un intérêt tout à fait particulier, d'où le choix de notre thème « 20 défis pour la France ». Je vais tout de suite donner la parole à Marion Lourd, fidèle soutien chaque année, toujours présente au Printemps de l'économie, pour cette table ronde qui a été conçue par Patrick Artus, fidèle soutien aussi du Printemps de l'économie. Et je salue tous nos intervenants. Il y a notamment le commissaire général adjoint qui représente France Stratégie, qui est aussi partenaire du Printemps. Il y a Xavier Rago de l'OFCE, partenaire du Printemps. On a Michel Aglietta qui est là chaque année et que je salue chaleureusement. Et on a Denis Ferrand pour COE Rexecode. Je vous souhaite un bon printemps, que ces débats soient riches et fructueux. Alors, bonjour à tous. Donc, la première session du Printemps de l'économie va donc s'ouvrir. Comme premier sujet, nous aborderons les enjeux français et européens. Dans quelle mesure les économistes peuvent-ils se mettre d'accord ? En effet, les économistes de tous bords sont distingués pour s'opposer sur des divergences centrales que sont les politiques budgétaires, la gestion de la dette, les perspectives de croissance, l'inflation, l'emploi et ont bien d'autres divergences et différences d'appréciation. Toutefois, ces divergences ne mènent pas forcément à des politiques antagonistes. Nous nous interrogerons donc sur la capacité des économistes à fournir un consensus sur le diagnostic des principaux enjeux et problèmes qui actuellement touchent la France et plus largement la zone euro. En effet, les économistes de droite, de gauche, keynésiens, libéraux s'opposent sur ces thèmes. Toutefois, on peut voir qu'il y a un dépassement de ce clivage, notamment en ce qui concerne la distinction entre économistes pro-européens et économistes plus eurosceptiques. Toutefois, il paraît nécessaire de parvenir à un diagnostic consensuel sur ces enjeux. En effet, dans le contexte de campagne électorale pour les élections présidentielles, un véritable consensus sur le diagnostic permettrait et permet un débat de fond sur les propositions pour résoudre ces enjeux. Donc on peut penser à quelques consensus sur certains enjeux au niveau du diagnostic. Nous pensons notamment au fait que le niveau de gamme de la production en France soit moyen, voire faible, avec un coût salarial élevé, ce qui favorise la désindustrialisation et a des répercussions tant économiques que sociales, à la faiblesse des compétences de la partie moins éduquée de la population avec une véritable dualité du marché du travail, et notamment à l'arrêt de la circulation des capitaux en Europe. Je vais donc céder la parole à Madame Lourd pour vous expliquer le déroulement de cette session. Merci. Merci à Johan Ménon qui est donc étudiant. Je vais résumer peut-être votre propos par une boutade que j'ai entendue, c'était de la part d'un de mes professeurs à Sciences Po à l'époque, qui disait la première loi de l'économie, c'est que pour tout économiste, il existe un économiste d'un avis contraire. La deuxième loi de l'économie, c'est qu'ils ont tous les deux tort.
voilà. On va voir si ça se réalise. En tout cas, on va essayer de structurer cette conférence en plusieurs parties pour vous permettre d'intervenir à plusieurs étapes de la conférence. L'idée, c'est de commencer par peut-être quelque chose qui semble plus consensuel, qui est le diagnostic. Quel est le diagnostic de tous nos économistes sur la France et l'Europe? Ensuite, donc on prendra vos questions. Ensuite, est-ce qu'il y a entre tous les économistes que nous avons avec nous un consensus sur les politiques à mener en France? Et ensuite, est-ce qu'il y a un consensus sur les évolutions à envisager en Europe? Donc peut-être que Yoann Ménon va présenter nos différents intervenants. Voilà, donc pour cette session, nous écouterons Monsieur Michel Aglietta, conseiller scientifique du Centre d'études prospectives et d'information internationale, spécialiste d'économie monétaire internationale et du fonctionnement des marchés financiers, dont un des derniers ouvrages est La monnaie entre dette et souveraineté, publié en 2016, mais également Monsieur Patrick Artus, directeur de la recherche et des études à Natixis. Nous écouterons également Monsieur Denis Ferrand, directeur général de COREXCODE, le Centre d'observation économique et de recherche pour l'expansion de l'économie et du développement des entreprises. Nous écouterons également Monsieur Fabrice Langlard, commissaire général adjoint de France Stratégie, qui était auparavant directeur des statistiques démographiques et sociales à l'INSEE. Et enfin Monsieur Xavier Rago, président de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, directeur de recherche du CNRS, professeur en économie à Sciences Po et spécialiste en macroéconomie, économie monétaire et financière. Donc cette session sera animée par Madame Marion Lourd, chef adjointe du service économie à France Inter et co-auteur du livre Dans l'Empire de Bercy, paru en janvier 2017. Dans l'enfer de Bercy. Dans l'enfer de Bercy, pardon, excusez-moi. Ça se prête bien à ici, non, je plaisante. On va peut-être commencer du coup par notre première partie, donc sur le diagnostic. Alors j'ai soumis nos pauvres économistes à une discipline de fer, puisqu'ils ont chacun quelques minutes pour présenter leur point de vue. Alors peut-être on va commencer par vous, Monsieur Aglietta. Vous disiez, dans un des échanges qu'on a eu avant cette conférence, c'est facile d'être d'accord sur le constat. Quel est votre constat? C'est peut-être pas si facile que ça, on va voir. Parce que ce que je pense, c'est qu'on vit dans un monde globalisé, ça on est d'accord, mais qu'il y a des problèmes fondamentaux depuis la crise. Il en avait avant, mais surtout depuis la crise. Et donc une partie importante des problèmes que nous avons en Europe concerne bien au-delà de l'Europe. Et c'est d'abord ça qu'il faut comprendre. Parce que les problèmes particuliers à l'Europe se greffent sur les difficultés globales. C'est ça qui est. Alors les difficultés globales, c'est quoi? C'est ce qui résulte de la crise financière systémique qui a balayé le monde en 2007-2008. Quels sont les symptômes macroéconomiques les plus marquants? De mon point de vue, le premier, c'est l'incapacité des gains de productivité à remonter au niveau qu'ils avaient, qui était déjà un niveau qui avait baissé depuis une longue période, mais qu'ils avaient avant la crise. Et ceci en dépit des reprises conjoncturelles. Les reprises conjoncturelles ne font pas remonter les gains de productivité. C'est évidemment crucial. Les gains de productivité sont le moteur essentiel d'une économie saine. Le deuxième élément, aucun signe que la reprise conjoncturelle de l'investissement qui accompagne les rebonds, qu'il y en a eu plusieurs depuis 2010, aucun signe que ce soit l'amorce d'une vague puissante d'accumulation qui puisse compenser le retard accumulé depuis 2007. Donc c'est pas la reprise d'un nouveau régime de croissance. Le troisième élément, c'est évidemment l'inflation. L'inflation sous-jacente très basse, même dans les pays à plein emploi et faible gain de productivité, vous avez l'inflation qui est plus basse qu'elle ne l'a jamais été, qu'elle ne l'a pas été avant la crise, assez systématiquement. Et enfin, le dernier élément que je signale, faut en signaler 4 importants, me semble-t-il, c'est l'accumulation des inégalités, l'exacerbation des inégalités, plutôt, de toute nature, qui sont insensibles aux reprises conjoncturelles et aux politiques sociales, qui semblent démunies par rapport à cette accumulation d'inégalités qui remonte à 30 ans en arrière. Alors, tout cela fait partie de ce que j'appellerais un équilibre de basse croissance auto-entretenu, et c'est ça le piège qui me semble être le piège de l'économie mondiale. Par rapport à ça, quelles sont les particularités de l'Europe? Eh bien, disons, qui renforcent les difficultés dont on vient de parler.
Les particularités de l'Europe tiennent fondamentalement, de mon point de vue, au dysfonctionnement de la gouvernance politique de la zone euro, qui ont provoqué la récession catastrophique de 2011-2013, laquelle a affaibli massivement toute l'Europe et qui laisse des traces durables de discordance politique entre les différentes nations participantes de la zone euro. Quels sont les signes? Je termine avec ça. Les bilans non nettoyés, qu'est-ce qui a été les erreurs, si vous voulez, de cette gouvernance, qui durent maintenant. Les bilans non nettoyés des actifs et des engagements douteux de toutes sortes qui se sont produits et qui se poursuivent dans plusieurs pays. Pensez à l'Italie et sa situation bancaire. Les politiques de restriction budgétaire simultanées au moment, là c'est extraordinaire ce qui s'est passé, au moment où le secteur privé essayait de se désendetter, vous avez eu des politiques de restriction budgétaire simultanées qui, évidemment, ont détérioré les finances publiques de l'ensemble, de la plupart des pays, sauf l'Allemagne. Et donc, vous avez quelque chose d'intéressant. En essayant de faire de l'austérité budgétaire pour réduire la dette publique, on a évidemment augmenté la dette publique dans le contexte macroéconomique dans lequel on était. Et enfin, dernier élément, l'absence de tout processus concerté d'ajustement entre les polarisations entre les pays débiteurs, déficitaires et excédentaires dans une zone monétaire. Il me semble que ces problèmes qui persistent, eh bien, malgré les réformes adoptées en 2012 au bord de l'abîme, n'oublions pas les réformes, eh bien, indiquent que l'incapacité à converger est une menace mortelle pour l'Europe. Alors, Patrick Artus, vous travaillez dans une banque, vous avez entendu le constat de Michel Aglietta, notamment sur les banques, qui est un peu sombre. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous partagez ce constat sur la France et l'Europe? Oui, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Michel, qui fait, je crois, l'objet d'un consensus, puisque nous sommes ici en train d'essayer de chercher des consensus. Je voudrais essayer de mettre en avant quelques points qui me paraissent importants et sur lesquels il me semble, mais mes camarades diront si c'est le cas ou pas, qu'au moins les économistes peuvent trouver un accord. Sur la France, il me semble qu'au-delà de la question de croissance que Michel évoquait, sur laquelle je ne reviens pas, il me semble qu'il y a deux problèmes essentiels. Il y a le couple, et vous le citiez dans l'introduction, il y a le couple niveau de gamme relativement bas, coût de production relativement élevé. Et ça, c'est un couple absolument mortel. Ne parlons pas pour l'instant des solutions, mais qui pose un problème majeur. Il y a deux modèles finalement de développement. Il y a un modèle de niveau de gamme relativement bas avec des coûts faibles. En Europe, c'est le modèle de l'Espagne, par exemple. Et il y a un modèle de niveau de gamme élevé qui permet d'avoir des coûts élevés. C'est le modèle de l'Allemagne, par exemple. La France a un modèle extrêmement bizarre où nos coûts sont ceux de l'Allemagne et notre niveau de gamme est celui de l'Espagne. Et c'est tout à fait mortel parce que si soit nous ne remontons pas le niveau de gamme, soit nous ne baissons pas le niveau de coût, évidemment, nous sommes condamnés à la poursuite de la désindustrialisation. Donc je crois que c'est un premier problème majeur. Le second problème majeur de la France, il me semble, c'est le marché du travail. Alors, on va tous en parler, mais on a un marché du travail qui est totalement dual. Il y a 75% des Français qui sont extrêmement bien protégés avec des contrats très protecteurs. Et vous savez qu'il n'y a que 2% des chômeurs qui avaient avant un contrat à durée indéterminée, pour vous montrer le faible risque de chômage si vous faites partie de cette partie du marché du travail. Et puis, il y a 25% des Français qui enchaînent des petits contrats de plus en plus courts, avec des passages fréquents au chômage, avec une impossibilité à se former, parce que quand les contrats de travail sont trop courts, c'est très dur de se former. Et dans cette partie de la population, on a en plus, comme vous savez, 17% des jeunes qui sont déscolarisés, sans emploi et sans qualification. Donc le dualisme du marché du travail est quelque chose de terrible. Sur l'Europe, je crois qu'il y a aussi des analyses assez convergentes. Je vais redire un peu autrement ce qu'a dit Michel. D'une part, et je vois 4 points sur l'Europe assez rapidement. Premièrement, nous ne coordonnons pas ce qui devrait l'être. Les économistes aiment bien normalement le concept d'externalité. Ça veut dire que si un pays européen fait une politique, il faudrait qu'il regarde ce que cette politique fait chez ses voisins. Ça s'appelle une externalité. Ceci n'est absolument pas pris en compte dans les politiques de coordination. Donc, par exemple, chaque pays européen est parfaitement libre de changer la fiscalité des entreprises, de changer le coût du travail sans aucune coordination avec les autres, alors que ça a des effets majeurs sur les autres. Deuxième problème, alors je redis autrement ce qu'a dit Michel, nos ajustements de politique économique sont asymétriques. Et c'est une vieille histoire européenne, ça date de bien avant l'euro.
Quand un pays a un déficit extérieur, il doit le faire disparaître. Quand un pays a un excédent extérieur, il le garde. Quand un pays a un déficit budgétaire, il doit le faire disparaître. Quand un pays a un excédent budgétaire, il le garde. Quand un pays a un problème de compétitivité, il baisse ses salaires. Quand un pays est très compétitif, il augmente très peu ses salaires. Vous ne donnez pas beaucoup de noms, là. Si, on voit bien. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le coupable, évidemment, mais on en parlera sans doute tout à l'heure. C'est le problème allemand, quoi. Je veux dire, et hollandais. D'ailleurs, on parle jamais des Hollandais, mais ils sont encore pires que les Allemands. Et donc, voilà. Et alors, cet ajustement asymétrique, si l'ajustement n'est fait que par des politiques restrictives dans les pays qui vont mal, et pas en parallèle par des politiques expansionnistes dans les pays qui vont bien, évidemment, vous créez un biais restrictif. Et je crois que plutôt que parler d'austérité, etc., c'est plutôt de ça qu'il faut parler, de l'asymétrie des ajustements. Et 2 points pour finir rapidement. Nous ne savons pas corriger l'hétérogénéité. Depuis 10 ans, les écarts de revenus augmentent entre les pays de la zone euro. Pour une raison parfaitement légitime, c'est qu'ils sont spécialisés différemment. N'empêche que si on les laisse se spécialiser différemment, ce qui est très positif, il faut aussi avoir une technologie pour réduire l'hétérogénéité, sinon on aura dans la zone euro des pays très pauvres et des pays très riches. Et puis dernier point, alors qui est très important je trouve, et dont on ne parle pas assez, c'est que depuis la crise dont parlait Michel, l'épargne ne circule plus à l'intérieur de la zone euro. Et ça repose le problème de l'Allemagne. Les Allemands qui ont trop d'épargne ne la prêtent pas aux autres Européens, ils la prêtent au reste du monde. Et donc c'est un gâchis énorme parce que cette épargne excessive des Allemands, qui est peut-être pas excessive d'ailleurs, disons que les Allemands ont trop d'épargne par rapport à leurs besoins, c'est un fait. Simplement, s'ils la prêtaient aux autres Européens, ça ferait de la croissance en Europe. S'ils la prêtent à l'Europe centrale, à la Chine ou aux États-Unis, ça ne fait pas de croissance en Europe. Donc il faut rétablir la mobilité de l'épargne à l'intérieur de l'Europe. Donc il me semble, voilà les 2 grands dossiers français et les 4 grands dossiers européens. Denis Ferrand, quelque chose me dit que, en tout cas sur la partie compétitivité qu'évoquait Patrick Artus et sur la dissymétrie avec le voisin allemand, vous avez aussi des points de vue en commun. Oui, tout à fait. Vous aviez commencé votre point sur les divergences entre économistes, mais plus que la question de la divergence qu'il peut y avoir sur les représentations, ce que l'on voit sur la période récente, c'est que l'on est véritablement dans cette crise de la divergence à l'intérieur de l'Europe. La divergence de trajectoire notamment en matière de compétitivité, cela a déjà été évoqué à l'instant, trajectoire de compétitivité avec des excédents qui se façonnent et qui ont pour contrepartie des déficits qui ne se réduisent jamais, enfin pas plus que ne se réduisent les excédents. Donc on a véritablement cette divergence qui en plus s'est accentuée par le déficit de projets aujourd'hui que l'on a à l'échelle européenne. Donc les divergences sont acceptables dès lors qu'il y a un projet commun qui peut les justifier pendant un temps. Mais le projet européen est aujourd'hui quand même en panne et rend l'acceptabilité des divergences probablement un petit peu plus compliquée. Derrière ces divergences, il y a aussi, quand on vient sur le point plus directement français, il me semble que là encore on pourrait arriver à un diagnostic assez partagé. La question des 4 déficits que l'on peut rencontrer en France. La question donc du déficit de compétitivité, c'est un chiffre que l'on évoque régulièrement, mais qui est important de rappeler. S'il y avait aujourd'hui, si les exportations françaises représentaient encore 17% des exportations de la zone euro, comme c'était le cas en 2000, eh bien, le chiffre d'affaires à l'exportation que l'on aurait serait de 150 milliards d'euros de plus que ce que l'on a actuellement. 150 milliards d'euros, compte tenu du fait qu'on importe pour exporter, en gros, on aurait 4 points de PIB de plus. Avec 4 points de PIB de plus, on est peut-être un petit peu plus à l'aise pour affronter précisément les enjeux qui sont fondamentaux, qui sont ces enjeux du deuxième déficit, qui est le déficit du chômage, qui procède d'un déficit de croissance, qui vient lui-même d'un déficit de compétitivité. Et derrière le problème de chômage, c'est évidemment les enjeux de formation. Et à la fin, quel est le 4e déficit auquel on arrive? Eh bien, c'est un déficit un peu de rustine. C'est le déficit public qui est venu en quelque sorte un peu masquer, atténuer les conséquences délétères que pouvait avoir le déficit de compétitivité. Alors derrière ces 4 déficits et derrière ces 4 enjeux clés auxquels nous sommes confrontés, il me semble qu'il y a aussi un relatif consensus sur les défis que l'on aura à relever. Les défis, ils sont déterminés par le contexte qu'a rappelé tout à l'heure Michel Aguilleta, le contexte qui est celui d'un ralentissement généralisé des gains de productivité partout dans le monde, qui fait que partout dans le monde, les potentiels de croissance s'infléchissent. C'est-à-dire qu'on a la même croissance mondiale, grosso modo, que depuis 40 ans. On fait 3% de croissance à l'échelle mondiale, ce qui est à peu près le même rythme de croissance que l'on a
connu depuis 40 ans en moyenne, sauf que partout, les croissances nationales se sont atténuées. Simplement, le poids dans les différents pays ont basculé. Mais là où la croissance américaine, tendanciellement, était plutôt de 3% dans les années 90 et encore au début des années 2000, on est plutôt passé à des régimes aujourd'hui de 1,8, 1,9%. En France, là où on s'habituait à une croissance à 2%, non, le référentiel, il est au mieux de 1%, ou légèrement plus, enfin, je pense que 1% serait un chiffre probablement relativement consensuel. Idem en Chine, où le référentiel de croissance, ça n'est plus 7-8%, mais celui-ci est en train de s'affaisser. Donc partout, on a à gérer un ralentissement de la croissance qui vient d'un ralentissement des gains de productivité. Et puis, on a aussi, face à ces gains de productivité en ralentissement, d'où ceux-ci peuvent-ils venir? Ils viennent probablement d'un déficit d'accumulation de capital, et qu'effectivement, on n'est plus sur un régime d'accumulation fort. Et là, c'est bien la question de l'investissement qui est posée. Et puis, c'est aussi un défi qui est lié au problème de capital humain. Et là, je reviens précisément sur le cas de la France. On parle beaucoup des résultats de l'enquête PISA. On parle probablement beaucoup moins des résultats PISA, de l'enquête donc, PIAC. On rappelle peut-être ce qu'est PISA. Oui, PISA, donc c'est une enquête sur le niveau de formation, enfin le niveau de maîtrise des compétences en matière de calcul, en matière également de lettres et de capacité à énoncer des problèmes. L'enquête PIAC est une enquête qui est un peu construite sur le même modèle que l'enquête PISA, mais qui s'adresse non pas aux élèves, mais qui s'adresse à la main-d'œuvre. On essaye de mesurer les niveaux de compétences de la main-d'œuvre. Et sur ce point, bien, on se rend compte qu'il y a un véritable déficit qui est observé en France. On se rengorge souvent de notre niveau de productivité qui est absolument exceptionnel en France, mais en réalité, on a un niveau de productivité qui tient à une seule chose, qui tient à ce qu'on ne sait pas inclure les jeunes, on ne sait pas inclure aussi les travailleurs les plus âgés, on met une pression très importante sur tous ceux qui sont au milieu, et en réalité, on a une productivité qui tient au vide. Au vide, c'est-à-dire qu'on n'a pas véritablement de productivité qui soit inclusive. Donc il y a une productivité élevée, mais qui masque en réalité une capacité à inclure qui est extrêmement faible sur le marché du travail, et avec des niveaux de formation, des niveaux donc sur cette enquête PIAC qui montre que la maîtrise des capacités de conceptualisation de problèmes, la maîtrise des capacités à traiter mathématiquement une question est beaucoup plus faible en France qu'elle ne l'est dans les pays qui sont leaders. Fabrice Danglars, sur ce diagnostic sur les problèmes de la France et de l'Europe, est-ce que vous partagez les points de vue de nos différents intervenants ? Oui, globalement, je vois que en fait, le consensus se construit assez facilement. Du coup, je ne vais pas répéter quand même ce que mes camarades ont dit. Vous pouvez leur répondre, par contre. Donc, j'ai plutôt peut-être complété ou apporté quelques éléments à côté, mais globalement, je suis en accord avec tout ce qui a été dit. S'agissant des problèmes, des enjeux globaux qu'a exposé Michel Glietta, je suis évidemment complètement d'accord avec tout ce qu'il a dit. J'en rajouterai un qui est à peu près évident, qui est l'enjeu climatique, et qui fait que aujourd'hui, il faut inventer au niveau mondial un fonctionnement de l'appareil productif qui soit conciliable avec ce qu'on appelle le mur environnemental qui est devant nous. Et je rappelle de ce point de vue-là que l'accord de la COP 21 qui se fixe comme objectif au niveau mondial d'arriver à maintenir le réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle à moins de 2 degrés, suppose en fait des efforts qui sont sans commune mesure avec ce à quoi jusqu'à présent les pays se sont engagés. Donc c'est quand même un sujet qui va aussi structurer nos économies pour demain. S'agissant du diagnostic européen, je le partage également. Peut-être je dirais effectivement comme Patrick Artus, c'est-à-dire peut-être plus un problème d'asymétrie. Il est indéniable, et il y a consensus maintenant, même si à l'époque ça n'était pas le cas. Mais les économistes sont souvent d'accord une fois que l'événement est passé, en tout cas plus facilement, pour dire qu'il y a eu une erreur de politique économique commise en Europe, et donc les restrictions budgétaires sont intervenues à un très mauvais moment. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui ce problème soit toujours aussi important d'un point de vue conjoncturel. Peut-être et sans doute il y a plutôt un déficit d'investissement côté allemand, mais par exemple je suis pas certain qu'on soit dans une phase très restrictive d'un point de vue budgétaire en France. Mais là-dessus il y a peut-être pas consensus parmi les économistes. Un dernier point s'agissant de la France. France Stratégie a écrit un rapport qui s'appelle Ligne de faille, une société à réunifier à l'automne dernier.
et qui, sur le cas français, cherche à construire un diagnostic en regardant les lignes de faille qui parcourent notre société. Il y a 20 ans, on parlait de fracture sociale, maintenant on parle de lignes de faille parce qu'elles sont multiples. Et donc, regarde, au vu de ce que disent les chiffres de la statistique publique, quel est l'état de notre pays en matière d'inégalité de revenus de patrimoine, donc entre pauvres et riches, ce qu'on peut dire en matière de lignes de faille entre les gens qui connaissent une ascension sociale et ceux qui sont victimes de déclassement. Est-ce qu'il y a une ligne de faille qui se crée entre générations, entre les jeunes et les moins jeunes? Est-ce qu'il y a une ligne de faille sur le marché du travail, dont a parlé Patrick Artus? Est-ce qu'il y a une ligne de faille territoriale entre les métropoles, d'une part, et le restant des territoires, ou bien entre le nord-est de la France, donc qui est victime de la désindustrialisation, et le sud-ouest qui va plutôt mieux? Et puis, est-ce qu'il y a une ligne de faille aussi suivant l'origine des gens? Est-ce que vous êtes si vous êtes immigré, descendant d'immigrés, ou bien pas? Est-ce qu'il y a une ligne de faille? Et que dit ce rapport? Il dit à la fois, quand on regarde les chiffres et qu'on compare l'opinion des Français sur ce sujet-là, d'une part, le paysage dépeint par la statistique publique dépeint un paysage qui est assez gris. Donc effectivement, on voit apparaître de nombreux problèmes. Mais quand on regarde l'opinion des Français sur ces mêmes questions, alors à ce moment-là, l'opinion est encore plus noire que ce que disent les chiffres de la statistique publique. Et le rapport dit, il faut prendre au sérieux cet écart entre mesure et perception, parce qu'en fait, c'est un symptôme lui-même que quelque chose va plus mal. L'exemple, c'est l'image, c'est quelqu'un qui va voir le docteur, qui dit « Docteur, ça va très mal, je vais mourir, il faut faire quelque chose ». Le médecin fait des examens, il constate qu'il y a des problèmes, qu'effectivement, ce patient a des maladies, mais en même temps, a priori, quelque chose qui peut s'améliorer. Et donc, il lui dit « Mais vous en faites pas, on va traiter tout ça, rentrez chez vous ». Et en fait, le médecin est passé à côté du diagnostic. Le patient était victime d'une dépression, qui est une vraie maladie. Et le diagnostic proposé par France Stratégie, c'est de dire qu'en fait, cet écart entre perception et mesure objective de ces lignes de faille révèle en fait une maladie plus profonde, qui est que nos institutions en général, les institutions au sens générique du terme, économiques comme l'entreprise, les institutions publiques, l'école par exemple, ou bien les services publics et même nos institutions politiques dysfonctionnent, ne remplissent plus les missions pour lesquelles qu'on attend d'elles. Et ça, c'est un problème structurel français qui est sans doute plus grave en France qu'ailleurs. Alors, Xavier Rago, je ne sais pas si vous allez nous diagnostiquer aussi une dépression, mais en tout cas, vous avez vu, vous, à l'OFCE, un déséquilibre. Oui, enfin, je voudrais pas laisser penser qu'il y a des forts désaccords entre nous. Effectivement, on converge sur beaucoup d'éléments diagnostiques, mais il ne faut pas cacher non plus certaines divergences d'appréciation dans la compréhension de la situation. Je vais le dire assez directement, parce que j'étais d'accord avec beaucoup d'éléments du diagnostic. Je pense qu'il faut le dire pour la crise future, parce que le passé est le passé, donc on ne va pas changer le passé, mais la politique européenne menée de 2011 à 2014 a été une des plus grandes erreurs de politique économique de l'après-guerre, me semble-t-il. On a fait de l'austérité. Alors, on peut s'entendre. On a été trop vite sur la consolidation fiscale et on a créé du chômage inutile. Le terme austérité n'est pas partagé par... Alors, austérité, c'est un terme qui est un peu flou. C'est quand l'État essaie de réduire son déficit public plus vite que ce que le fait naturellement l'économie par la reprise. Ce qu'on appelle l'État fait un effort structurel. Donc par rapport à l'évolution des impôts qui arrivent du fait de la croissance, l'État essaie d'avoir encore plus d'impôts que ce que donne naturellement l'économie. Alors il y a un grand débat sur ce que c'est naturellement, bien sûr, mais c'est cet effort additionnel qu'on appelle l'effort structurel de l'État ce qu'on appelle l'austérité. Et la France en particulier a été un des pays qui a fait l'effort structurel le plus important depuis 2011. Ne l'oublions pas, beaucoup plus que l'Espagne et que les autres pays. Donc l'État a fait un effort très important de réduction de sa dette publique. Ça, c'est une erreur. Je pense que c'est une véritable erreur. Les États-Unis ont laissé la dette publique augmenter de 40% du PIB dans la crise. Nous, on l'a fait de 30% du PIB. Alors vous allez dire, bon allez, c'est 10%, c'est pas énorme. Si, je pense que ça a cassé la reprise qui commençait à naître en 2011. Donc je pense que, encore une fois, comme a dit Fabrice Lenglart, je pense qu'aujourd'hui on n'est plus du tout dans l'austérité, on est beaucoup moins dans l'austérité. Parce que les institutions européennes ont appris. Et il y a eu un changement qui n'a pas été perçu, parce que les institutions changent de politique sans le dire, parce qu'elles n'avaient pas dire qu'ils s'étaient trompés. Il y a un changement manifeste de la politique européenne depuis 2014 qui a acté ça. On a été beaucoup plus souple avec la France, bien sûr. On n'a pas fait 3% et on fera peut-être en 2017. On était beaucoup plus souple avec le Portugal, beaucoup plus souple avec la Grèce, l'Espagne. Donc, il y a un moment de très rigide qui a cassé la croissance. Donc, je ne suis pas un économiste keynésien. Quand le monde est keynésien, je suis keynésien. Quand le monde n'est pas keynésien, je ne suis pas keynésien.
En 2014, le monde était keynésien. Et donc, on a mené des politiques anti-keynésiennes qui ont coûté, je pense, la réélection de François Hollande, c'est bien ou c'est mal, mais surtout qui a coûté l'érosion de l'adhésion des populations dans la politique économique menée. Je pense que beaucoup de personnes, aujourd'hui, ce qu'on perçoit en termes de contestation politique, et du fait de cette augmentation des inégalités qui vient essentiellement d'une augmentation du chômage, vient de cette erreur de politique économique. Bon, après, est-ce que c'est tout? Non, bien sûr, c'est pas que ça. Et là, je suis complètement aussi d'accord, second volet, avec le diagnostic qui a été fait, notamment par Patrick Artus, sur le problème de gamme de l'économie française. Donc, on a un problème de demande dont on perçoit les effets, mais on commence à sortir. Vous voyez, l'économie française commence à sortir. Le chômage se stabilise, voire décroît. On a créé 186 000 emplois en 2016, c'est beaucoup. On voit une augmentation de la croissance à 1,5. Donc on commence à sortir aujourd'hui d'un marasme économique. On est une croissance faible au lieu d'un marasme. C'est mieux. Bien, mais c'est que la moitié du problème. L'autre moitié du problème, ce sont les divergences européennes et le positionnement de gamme de la France. Et là, je pense que c'est intéressant parce que pour moi, je pense que la pensée économique devra changer après la crise européenne. Le keynésianisme est né de la crise de 29, la compréhension de la crise de 29, et je pense que la crise européenne, la divergence européenne, doit faire profondément changer notre compréhension économique. Pourquoi l'Europe a divergé? Personnellement, on peut en parler. Je pense que la partie financière a été importante, mais ce qui a profondément divergé, ce sont les marchés du travail. Le coût du travail en Allemagne est resté constant depuis 1995. Le coût du travail en Espagne a augmenté de 20% relativement par rapport à l'Allemagne en 1995. Donc tous les pays ont divergé, je pense, à cause du mode de formation des salaires, à cause du mode de négociation du salaire dans les entreprises, dans les accords de branche, à cause du mode d'éducation, de formation à la manœuvre, etc. Je pense que ce dont on a besoin pour faire reconverger la zone euro, c'est pas vraiment un ministre des Finances. Bon. C'est vraiment un ministre du Travail qui discute vraiment de comment on doit gérer les augmentations de salaire en France par rapport aux augmentations de salaire en Allemagne. Donc que vraiment le mode de négociation des salaires dans chacun des pays tienne compte de cette reconvergence européenne. Et une des excellentes nouvelles dans cette reconvergence, c'est le fait que les Allemands ont introduit un salaire minimum, alors que personne pensait qu'ils allaient le faire. Donc ils ont conscience de ces problèmes. Ils ont introduit un salaire minimum, un SMIC, alors qu'ils n'avaient pas de SMIC avant, ils détestaient le SMIC. Le SMIC, c'était le socialisme à la française, c'était horrible, etc. Maintenant, ils ont introduit un salaire minimum, géré au niveau fédéral, un niveau élevé, et ils augmentent progressivement le SMIC pour essayer d'augmenter les salaires des plus pauvres qui ont des salaires très faibles en Allemagne. Et la seconde bonne nouvelle, c'est l'arrivée de Martin Schulz et le débat entre Schäuble et Schulz qui se rééquilibre en Allemagne, qui enfin laisse penser qu'on va penser globalement la convergence des marchés du travail en Europe. C'est ça dont on a besoin pour sortir de ce problème français. Par rapport à ça, dernier point de difficulté dans la politique économique, de la minute qui me reste, c'est que, alors, ce qu'a dit sur le marché du travail, c'est très juste, le système d'éducation et des jeunes en particulier exclut énormément de jeunes non qualifiés qui créent la masse du chômage. Donc le chômage, ça concerne en très très grande partie les jeunes non qualifiés. On le sait. Donc concentrons nos ressources pour de vrai, même si ça coûte des milliards. C'est de l'investissement. Donc, à un moment, il faut savoir dépenser pour améliorer l'avenir. Et donc, il y a un consensus fort des économistes. On sait que c'est des poches. On sait qu'ils sont concentrés dans les banlieues. On sait que on sait tout ça, et on a du mal à faire émerger dans le consensus politique. Bon. Mais il y a une chose sur laquelle on n'est pas sûr en tant qu'économiste, c'est au niveau français, la crise a été la crise la plus importante depuis la crise de 29, on l'a dit. Les gens ne sont pas rendus compte en France, je pense. Il y a eu un déficit de pédagogie, je pense, au plus haut sommet de l'État qui n'a pas expliqué l'ampleur de la crise. Mais on ne sait pas trop tout ce que ça a détruit en France. On ne sait pas trop l'état du tissu productif en France. On ne sait pas trop l'état des entreprises. On ne sait pas trop l'état des PME. Donc, ce qu'on appelle la notion de gamme, c'est une notion qui essaie de dire quand la France n'a pas une gamme assez importante, c'est-à-dire que nos entreprises, elles sont pas assez innovantes, pas assez bien gérées peut-être, pas assez dynamiques. Donc derrière cette notion de faible gamme, c'est ce qu'on a du mal à appréhender, c'est vraiment l'état du tissu productif. Le taux de dépréciation du stock de capital, pour le dire de manière un peu brutale en contanat. On ne sait pas quel est le capital qui a été réduit dans cette crise. Et donc, on ne sait pas trop quelles mesures d'offres vers les entreprises il faut mener. Est-ce qu'il faut aider le financement des entreprises? Je ne crois pas. Est-ce qu'il faut aider le management des entreprises? Est-ce qu'il faut aider le mode de négociation d'entreprise? Est-ce qu'il faut mettre des salariés au conseil d'administration d'entreprise pour développer le temps long, etc., etc. Je m'arrête là, mais il y a une incertitude réelle qui fait que tous les débats seront vifs, c'est qu'on ne sait pas trop
qu'est-ce qu'a détruit cette crise? On va revenir sur les solutions et donner peut-être quelques réponses, quelques pistes de réponse à vos questions. Johan, est-ce qu'il y a une question? Éventuellement, on a le temps pour une question. Rien n'est apparu sur Twitter. Il y a juste quelqu'un qui a relevé que Monsieur Rago, que vous disiez que l'Europe avait besoin d'un ministre du travail. Pourriez-vous développer cela, même si on entre dans une prochaine partie de la conférence? Peut-être effectivement que ça fait partie des réponses qu'on va développer, sauf si vous souhaitez. Allez-y, engueulez-vous. Si je peux juste dire, revenir sur la politique budgétaire européenne, parce que je crois que plusieurs d'entre nous ont dit qu'elle avait été extrêmement mal gérée de 2011, 2012 à 2014, avec effectivement des réductions de déficit dans la plupart des pays. Et l'Allemagne qui, dans le même temps, allait vers un excédent budgétaire, donc la symétrie dont je parlais. Je crois qu'il faut... C'est un peu facile aujourd'hui comme critique. Je crois qu'il faut se rendre compte que nous sommes allés à cette période vers des taux d'endettement public dont nous n'avons absolument aucune expérience. On est passé d'un standard de taux d'endettement public en Europe où les dettes publiques représentent 60% du produit intérieur brut, à un standard qui, disons, est de 100, avec des pays qui sont bien plus élevés que ça, comme le Portugal ou l'Italie. Et je crois que les gouvernements ont eu extrêmement peur de passer à ces niveaux plus élevés de dette publique. Et d'ailleurs, rappelez-vous qu'entre 2012 et 2013, les taux d'intérêt ont commencé à augmenter considérablement dans un certain nombre de pays. Et que si aujourd'hui nous pouvons faire des politiques plus expansionnistes que ce qui était attendu, c'est à cause de la politique monétaire. C'est l'intervention de la Banque centrale européenne qui a fait baisser les taux d'intérêt et qui permet qu'aujourd'hui on puisse être à des niveaux d'endettement public de 100% du PIB ou plus. Mais je ne suis pas sûr du tout que, rétrospectivement, à l'époque, on avait vraiment la possibilité de laisser monter plus vite ou de garder des déficits publics aussi élevés avant qu'on sache que la politique monétaire allait le rendre possible. Et dernier point là-dessus, la Banque centrale européenne va un jour arrêter sa politique. C'est peut-être dans 1 an, 2 ans, personne n'en sait rien, ni eux non plus d'ailleurs. Le jour où la Banque centrale européenne arrêtera cette politique, que seront les taux d'intérêt en Europe et qu'est-ce qui se passera avec les dettes publiques à 100% du PIB ou plus? Donc je pense que, on rate une partie de l'histoire budgétaire si on l'intègre pas dans l'histoire monétaire, qui a rendu possible qu'aujourd'hui, comme le disait Xavier, on ne soit plus dans l'austérité budgétaire. Mais peut-être sera-t-on forcé demain de revenir à une très forte austérité budgétaire si on perd le soutien de la politique monétaire. Je crois que Michel Aglietta souhaitait vous répondre et ensuite vous allez peut-être nous parler des politiques qui, d'après vous, sont bien pour la France. C'est la troisième partie. Non, mais ça, c'était juste le consensus sur les politiques françaises, c'est la deuxième partie. Pas du tout d'accord. Bien entendu. On avait une expérience que tout le monde avait connue, c'est l'expérience du Japon. Le Japon avait subi une crise financière systémique 18 ans avant celle qu'a eu l'Europe, disons le monde occidental. Et ils ont fait exactement la même chose. En 1998, ils ont dit, maintenant, la dette publique avait beaucoup augmenté avec la crise asiatique, etc. On va réduire les dépenses, on va faire un peu plus d'impôts, etc. Résultat était immédiat, je veux dire. Étant donné que vous étiez dans une économie où le secteur privé était très endetté, et si la hausse de la dette publique exceptionnelle est arrivée après 2000, avec ce que le G20 a dit, à partir de 2009, c'est entièrement pour sauver le secteur privé. Les excédents brutaux de 20 à 30%, de 40% pour certains pays des États-Unis de dette publique résultent du sauvetage de l'économie, c'est-à-dire le sauvetage du secteur privé. Ensuite, il est clair qu'une consolidation de dette publique dans un tel contexte demande beaucoup de temps. Je vous signale qu'on a la même expérience après les guerres. La dette britannique était à 260% du PIB à la fin de la guerre. Elle l'était aussi à la fin de la période napoléonienne, à peu près au même niveau. Dans le premier cas, période déflationniste, etc., des années 1830-40, il a fallu 40 ans pour ramener la dette publique à 100%. Et ils sont arrivés. Et à aucun moment, la dette publique a été insoutenable. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu 20 ans. Ce qui veut dire que le processus de soutenabilité des dettes est un processus qui doit être vu sur le long terme et qui présuppose, s'il le veut être bien fait, la reprise d'une croissance suffisante au-dessus du taux d'intérêt payé sur les dettes. Voilà la vérité. Et là, on faisait évidemment le contraire, puisque le secteur privé, en 2009-2010, était en plein désendettement.
Donc l'économie privée ne pouvait évidemment pas soutenir la croissance alors que le secteur public cherchait à réduire ses dépenses. C'est quand même évident ça. Donc moi, il me semble que l'erreur est une erreur de timing très important par une incapacité de tenir compte des leçons de l'histoire. Et maintenant, sur le consensus sur les politiques à mener en France, c'est toujours à vous, Michel Aglietta. C'est notre deuxième partie. À moins que vous vouliez continuer à vous engueuler, mais oui, la deuxième partie. Bon. Le temps file. Alors moi, je suis assez inquiet sur cette polarisation exclusive sur les questions du travail. Dans un monde où une crise est venue de la finance et où, par conséquent, les problèmes structurels sont beaucoup plus larges que se polariser sur les questions du travail. On est aujourd'hui dans cette idée, il y a les vertus de l'Allemagne supposées, et puis il y a les tares de l'Italie, on est un peu entre les deux. En effet, l'Italie n'a pas de gain de productivité du tout, depuis, si vous voulez, à peu près la période 2009-2010. Là, ils sont allés au plus bas. Sauf que l'autre pays qui est dans les mêmes conditions s'appelle le Royaume-Uni, qui est le pays qui est le parangon de la flexibilité, et qui a réussi à retrouver le 19e siècle avec les contrats 0 heure, l'absence totale de protection sociale, etc. Il faut savoir si c'est ça qu'on veut, si c'est l'exemple du Royaume-Uni que l'on veut suivre. Alors, en dehors de cette question du coût du travail, je pense qu'on oublie quand même des choses importantes, ce qui est la nature du régime de croissance de basse pression, basse croissance. Vous avez appris de l'économie, probablement. Vous êtes ici au journée de l'économie, et vous savez que ce qui est dit normalement, dans une économie normale qui fonctionne normalement, vous avez une courbe d'offre globale entre les prix et la production, l'activité qui augmente, qui est croissante, et vous avez une courbe de demande globale qui est décroissante. Eh bien, dans le cas d'une économie à basse pression, la courbe de demande globale est croissante elle-même. Ce qui veut dire que ça entraîne tout un ensemble de paradoxes, qui est que si vous cherchez à faire baisser les salaires pour essayer de réduire le coût salarial, vous faites baisser les prix en même temps, vous augmentez la dette réelle subie par la masse des débiteurs qui cherchent à se désendetter, c'est ça qui est le point important, et à ce moment-là, évidemment, vous augmentez le coût réel de cette dette, donc ils réduisent leur demande. Et en effet, si on regarde l'enquête, moi ce qui m'intéresse, c'est quand même cette enquête, si vous voulez, de la BEI sur 2000 entreprises françaises, 2000 entreprises en Europe. La BEI, Banque européenne d'investissement, voilà. Donc qui est quand même vraiment l'organe qui est le plus à même d'étudier de près les entreprises. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit d'abord que la cause immédiate du faible investissement, notamment en France, est le manque de demande anticipée d'après les perceptions qu'ont les entreprises. Alors là, c'est à savoir, est-ce que ces perceptions n'ont plus rien à voir avec la réalité ou pas? J'en doute quand même un peu. Donc pourquoi si c'est ça, il faut aller plus loin par conséquent. Il faut se poser la question suivante. La mécanique aujourd'hui est bloquée parce que ce qu'on appelle le processus schumpeterien ne fonctionne pas. Qu'est-ce que c'est le processus schumpeterien? C'est que dans une période de grands chocs structurels, il faut chercher à innover. Pour sortir de la situation, on ne peut pas ressortir en revenant au passé. Vous avez des entreprises qui sont à la frontière technologique. Et normalement, les autres qui n'innovent pas sont des entreprises qui doivent, si vous voulez, être en grosse difficulté. Elles doivent dépérir si elles continuent à ne pas innover, et elles doivent finalement mourir. Rien de tel n'existe aujourd'hui. Rien de tel. Les entreprises sont globalement prêteuses nettes. Les entreprises sont comme des épargnants. Elles prêtent de manière nette à quoi? Aux autres acteurs économiques dans le monde entier. Si elles sont prêteuses nettes, ça veut dire qu'elles sont rentables. Et donc, vous avez aujourd'hui de nombreuses entreprises rentables qui n'innovent pas et qui n'ont pas besoin d'innover pour être rentables. Il faut quand même poser cette question. Et donc, sans investir, dans les conditions financières existantes, et là, c'est l'effet secondaire probablement des coûts extrêmement bas du capital, ces entreprises n'ont pas besoin d'innover et d'investir progressivement de manière massive. Et donc, quand vous avez et ce sont ces entreprises qui sont peu productives et rentables, qui absorbent évidemment, puisque la productivité n'est pas élevée, elles absorbent le plus d'emplois. Elles vont évidemment pas absorber des emplois de formation élevés, de haute qualité. Donc, ce monde-là existe. Et à mon avis, là, il y a un problème fondamental qui est au-delà de la question du coût du travail simplement.
Et donc, ce que je voudrais dire pour terminer avec ça, c'est qu'il faudrait quand même aussi, après tout, qui sont les responsables d'investir ou pas? C'est les dirigeants d'entreprise. À aucun moment on n'a parlé qu'il y avait une responsabilité quelconque des dirigeants d'entreprise dans la situation. C'est la finance quand même, car le financement des entreprises est quelque chose de très important. Or, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit que les grandes entreprises françaises sont particulièrement déterritorialisées. Elles ont une valeur ajoutée très forte à l'étranger, plutôt que sur le territoire national. Elles ont un actionnariat étranger très important. Et elles suivent une stratégie dite de maximisation de la valeur actionnariale. En conséquence, une grande partie, si vous voulez, de la valeur créée par les entreprises françaises ne bénéficie pas au territoire national. Ce n'est pas pareil dans tous les pays, et ce n'est justement pas pareil en Allemagne. Et une grosse différence, si vous voulez, c'est entre le Mittelstand allemand, c'est-à-dire ce cœur industriel, la manière dont il est géré, le type de capital qu'il a, la stabilité du capital, de la propriété de l'entreprise, je veux dire, le lien étroit qu'il a avec le secteur public, les complémentarités publiques-privées, c'est tout ça qui fait, c'est pas seulement le coût salarial, c'est tout ça qui fait la force de l'Allemagne et qui remonte à plusieurs siècles. On ne va pas se transformer en société de type allemand. Et donc, il faut chercher les avantages comparatifs autrement qu'en Allemagne. Donc ça me paraît des questions qui sont importantes. Et l'autre élément, c'est que, en effet, les entreprises qui sont privées sur le territoire national, qui ne sont pas capables d'internationalisation, de multinationalisation, sont en effet des entreprises en sous-capacité dans le secteur manufacturier. Ça ressort très bien de l'enquête de la BEI. Elles manquent de personnel qualifié, mais on voit que c'est pas nécessairement de leur responsabilité. Elles manquent de financement par fonds propres, de manière très importante. Elles sont donc, ces entreprises-là, ce sont les entreprises de services, par conséquent, qui sont les plus dynamiques. Et c'est peut-être pas mauvais non plus. Le régime de croissance du futur ne sera pas le même que celui d'hier. Et notamment, tout ce qu'on a raconté sur la nécessité ce qui a été raconté tout à l'heure, sur la nécessité de ne pas investir de la même manière qu'avant, mais en particulier de prendre en compte un nouveau régime de croissance complet qui implique l'intégration de l'écologie dans l'économie. Donc, il me semble que les problèmes structurels sont autrement plus larges que la question du coût du travail. Voilà, et donc le problème, c'est l'absence d'incitation, me semble-t-il, à s'engager dans des investissements porteurs d'une transformation. Il ne s'agit pas de réinvestir comme on a investi. Une transformation des structures de production et des modes de vie qui définirait un nouveau régime de croissance pour ce siècle. Alors, Patrick Artus, sur ces politiques... Xavier Arago voulait dire un mot peut-être, rapidement? D'accord, très bien. Je vais violemment t'attaquer, donc c'était mon but aussi. Bon, attaquez-vous, mais chacun son tour. Donc, Patrick Artus, alors? Oui, voilà. Je voulais repartir... je voulais partir du point d'analyse précédent sur lequel il me semble que nous étions tous d'accord, c'est-à-dire le couple infernal, coût du travail élevé, niveau de gamme faible. Je crois que tous les 5, nous avons dit que nous partagions cette analyse. Alors, que faire quand on a un coût du travail élevé et un niveau de gamme faible? Et en réfléchissant à ça, j'ai trouvé finalement 4 possibilités de politique, et chacune, d'ailleurs, pose problème. La première, évidemment, c'est assez facile à dire, c'est de monter en gamme. Donc, bien entendu, il faut essayer de le faire. Et je voudrais revenir à ce point sur ce que vient de dire Michel sur l'investissement des entreprises. Nous parlons de la France, ici. Le niveau d'investissement des entreprises françaises est élevé. Le problème, c'est pas le niveau. Les entreprises françaises investissent beaucoup. Le problème, c'est la qualité de ces investissements. Par exemple, nous avons 2 fois moins de robots que les Allemands, 4 fois moins de robots que les Coréens. Donc, nous avons des dépenses de nouvelles technologies des entreprises qui sont le tiers de celles des autres pays de la zone euro et le quart de celles des États-Unis. Donc ce n'est pas un problème de quantité des investissements. La question extrêmement complexe, il me semble, dans le cas français, c'est pourquoi les entrepreneurs français investissent-ils tant dans de mauvais équipements, en tout cas dans des équipements peu modernes et qui ne contribuent pas à faire de la montée en gamme et de la productivité. Et je crois effectivement, comme Michel, qu'il y a une responsabilité entrepreneuriale ici. Nous avons sans doute des entrepreneurs dont la sociologie ne les pousse pas vers la montée en gamme et les innovations et les nouveaux produits. La deuxième solution, si on a des coûts élevés et un niveau de gamme trop bas, c'est de baisser les salaires. Donc c'est la technologie qui est utilisée par un certain nombre de pays. Évidemment, elle est rejetée aujourd'hui très clairement en France.
Les Espagnols qui l'ont fait nous disent tous qu'ils l'ont fait en 2009 et qu'aujourd'hui, ils ne pourraient pas le faire. Donc, de toute façon, je crois que cette technologie, elle est juste inutilisable. La troisième technologie, c'est celle que la France, de fait, utilise aujourd'hui, c'est de transformer les emplois industriels en emplois de services peu qualifiés. Donc, je ne sais plus qui, je sais pas si c'est toi, Xavier, ou toi, Denis, qui citait le chiffre des créations d'emplois de 2016. Si vous regardez ce que c'est, les créations d'emplois de 2016, ce sont des emplois dans les transports, dans les restaurants, dans la logistique. Donc, en gros, c'est les nouvelles technologies vues du côté des plateformes. Il y a un chiffre qui circule et qui est invérifiable, c'est 15% de ces emplois, c'est des chauffeurs de VTC. Mais on est clairement dans une dynamique de transformation de l'emploi vers l'emploi de services domestiques assez bas de gamme, assez peu protégés et avec des contrats courts. Voilà, et c'est ça qui se passe. Et puis la quatrième possibilité, c'est le protectionnisme. C'est de dire, puisque notre industrie bas de gamme est trop chère, il n'y a qu'à se protéger des pays moins chers. Donc on met des droits de douane et on se protège. Ce qui évidemment a comme gros inconvénient de nous bloquer en bas de gamme. Ce qui est quand même quelque chose de... Voilà, je crois qu'il n'y a vraiment pas de remède miracle, et qu'évidemment il faut essayer de monter en gamme. Alors dernier point là-dessus, c'est une violente attaque contre Xavier Rago, mais c'est pas tout à fait vrai. J'ai quand même quelques inquiétudes sur ce qui semble faire l'objet d'un très vaste consensus et qui est le fait qu'il faut pousser les investissements. Alors je l'ai dit, certainement, il faut changer la qualité de l'investissement des entreprises. Mais il y a un très grand consensus, d'une part sur une politique globale de soutien de la demande et d'autre part sur des politiques d'investissement public. Et je crois qu'il faut être quand même assez prudent. De 2014 à 2016, on a eu une très forte progression de la demande en France qui venait de la baisse du prix du pétrole. N'oubliez pas qu'on a quand même gagné 2 points de pouvoir d'achat grâce au pétrole qui est passé en consommation. On peut estimer que 80% du supplément de demande a fait des importations et pas de la production en France, ce qui veut dire qu'on a un énorme problème d'appareil productif, ce qui rejoint le point sur la qualité des investissements. Et puis, investissement public, on a tous de la sympathie pour l'idée qu'il faut davantage d'investissements publics. Le problème, c'est lesquels lesquels sont pertinents, lesquels ne sont pas déjà financés. On parle tous de nouvelles, d'énergie renouvelable, de transition énergétique. N'oubliez pas qu'il y a le plan Juncker. Que quand vous parlez aux gens qui gèrent le plan Juncker en Europe, leur problème, c'est pas de l'argent, il y a énormément d'argent, c'est de trouver des investissements pertinents. Il y a des fonds d'infrastructure. Moi, je m'occupe d'un fonds d'infrastructure dans ma banque. Notre problème, c'est pas l'argent, c'est pas quoi faire de l'argent, c'est de trouver des investissements en énergie renouvelable qui aient du sens et qui soient économiquement rentables. Voilà. Donc, est-ce qu'il est si vrai que ça qu'on a un handicap et un potentiel massif de développement d'investissements publics pertinents? Et ça, il me semble que c'est une question à laquelle il faut répondre avant de partir tête baissée dans la piste. Allons-y sur les investissements publics. Du coup, on va laisser Xavier Rago peut-être vous répondre et développer lui aussi sur les politiques à mener en France. Oui, merci. Auparavant, 3 points rapides. Alors, je suis à la fois d'accord avec Patrick et Michel, mais à la fois je suis pas d'accord, donc je vais mettre en avant les désaccords d'une manière la plus abrupte possible. Petit 1, je pense que l'erreur de politique économique de 2011, c'est une erreur historique liée à un manque de culture des élites françaises, un manque de culture économique. La France a déjà connu des dettes de 100% du PIB en 1890, en 1920, en 1940. Le point singulier, la dette à 20%, c'est à la fin des années 70. Et parce que c'est toutes les 30 glorieuses qu'on fait décroître la dette publique de 140% du PIB à 20%, mais c'est le point singulier, c'est les 20% des années 70. Et je pense que les élites françaises ont grandi au milieu des années 70 avec une dette très faible, et elles ont pensé que c'était un mode normal de stabilisation des économies de marché. Mais c'est pas vrai. On a 100%, on a déjà connu 100%, on va déjà le faire décroître, mais ça va durer 20 ans. Donc je pense que cette manque de profondeur historique a créé un biais très court-termiste dans la gestion de la dette publique, avec tout le poids donné à l'agence France Trésor, qui à juste titre mettait en avant les risques sur la démission de la dette. L'agence France Trésor, c'est celle qui place les dettes françaises. Voilà, qui vend la dette publique sur les marchés. Petit 1. Petit 2, effectivement, l'autre point d'accord avec Patrick, mais aussi je pense que la réponse n'était pas bonne, c'est que je pense que les élites françaises en 2012-2013, effectivement, il faut se remettre à cette époque-là, les taux grecs étaient à 15%, les taux italiens étaient à 7%, vraiment l'Europe divergeait, explosait. En 2012, si rien n'était fait, l'Europe explosait. Faut en avoir conscience, c'est que vraiment tout divergeait. Et je pense que les élites, des économistes français ont cru que c'est en envoyant des signaux au marché de responsabilité budgétaire
que, donc en faisant de l'austérité, en faisant des hausses d'impôts, pour montrer que vraiment on allait gérer les dettes publiques, on allait lutter contre cette attaque spéculative sur la dette française. Dans l'histoire des crises financières, c'est toujours la politique monétaire qui agit. On ne peut pas lutter contre les marchés avec la politique fiscale, ça prend 10-15 ans. Et au contraire, ça fait sauter les pays. C'est comme ça que Soros s'est enrichi, parce qu'il a spéculé contre l'Italie et l'Angleterre, parce qu'il savait que ça marchait pas. On sait que ça marche pas. C'est la politique monétaire. Et il fallait mettre la politique monétaire devant ses responsabilités. Ce qui s'est passé en 2012, avec le changement Trichet-Draghi, et Draghi a sauvé l'Europe. Avec sa politique monétaire. Et il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait pas essayer de sauver les spreads avec la politique fiscale. Donc je pense que c'est... Là, il va falloir démocratiser un peu le discours. Le discours. Prenez simplement ma véhémence comme une preuve de sérieux, ça suffira. Le spread, peut-être. Voilà. Le second point sur le coût du travail. Alors là, je suis pas tout... Bah, je pense, oui, en fait. Bon. Il y a un consensus. Donc. Non, mais je pense que c'est important. Bah, il faudra du temps pour qu'on en discute, mais c'est important pour vous parce que c'est vous qui allez peut-être gérer la crise future. Hein. Donc, faut pas que vous électeurs, vous citoyens, ne recommencez pas les erreurs que d'autres ont commises avant vous. Petit 1. Petit 2 sur le coût du travail. Là, j'ai un petit désaccord avec Michel. Je pense vraiment que le problème européen, c'est un problème de divergence des taux d'inflation et des salaires en Europe. Et c'est pas le coût français qui est élevé, mais c'est le coût allemand qui est notoirement trop bas. Notoirement trop bas depuis 20%. Et on le sait tous. Tout le monde le sait. Le FMI, on ne sait pas comment faire. Même Donald Trump, c'est pour ça que l'interview de Donald Trump et Angela Merkel a été aussi froide, c'est que on sait que les Allemands doivent faire quelque chose sur les salaires. Et ils le savent eux-mêmes et ils essayent maintenant. Et c'est ce que Schulz essaie de faire en Allemagne. Et c'est pour ça qu'ils ont introduit le salaire minimum. Je vous donne juste une petite parenthèse, que c'est important pour le débat français. Donc, pourquoi l'Allemagne a eu des salaires gelés pendant 20 ans? Parce qu'ils ont fait n'importe quoi lors de leur réunification. Ils ont fait n'importe quoi, ils ont fait énormément d'investissements publics. Pour le coup, hein. Et donc, ça crée beaucoup d'inflation. Et les salaires ont explosé, ils ne savaient pas comment faire. Et avec l'accord des syndicats allemands, ils ont dit, en 95, hein, donc les Allemands et les syndicats allemands ont dit, on va inverser les normes. On va faire une négociation salariale au niveau des entreprises. Ça vous rappelle peut-être quelque chose dans le débat français. Donc ils ont fait ça en 95. Et maintenant, en Allemagne, c'est un pays où les salaires, un salaire d'un ouvrier dans un poste de travail peut être différent d'un salaire d'un autre ouvrier dans un poste de travail, parce que chaque ouvrier négocie avec l'entreprise au niveau totalement individuel. C'est assez impressionnant. Et les salaires sont restés bas dans les services essentiellement, moins dans l'industrie, on le sait, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc c'est essentiellement dans les services que les salaires sont restés très bas pendant 20 ans. Et maintenant, les Allemands ont essayé de réinventer des formes d'institutionnalisation du marché du travail pour faire que les salaires puissent augmenter comme la productivité pour lutter contre les inégalités et faire reconverger l'Europe. L'Allemagne est le pays qui a l'excédent commercial le plus élevé du monde, devant la Chine, en volume aujourd'hui. Donc c'est massivement désorganisé. Et tout le monde le sait, c'est notre problème mondial, c'est la gestion de l'excédent commercial allemand. Et ça, il y a un problème de gamme, mais les gammes, la productivité, etc., c'est du second ordre par rapport à cette dynamique massive du coût du travail. Donc il faut que les salaires augmentent en Allemagne. C'est pour ça qu'il nous faut un ministre du travail européen. Ça, je rebondis sur le tweet, c'est un consensus. Il y a eu alors dans cette nébuleuse institutionnelle européenne qui produit des tas de rapports que personne ne lit, il y a quelques rapports qui sont importants. Il y a un rapport qui s'appelle le rapport des 5 présidents, président de la BCE, de l'Eurogroupe, de l'Eurosystème, etc., etc. Les 5 présidents Parlement, enfin bon, qui a mis en avant l'idée qu'il fallait faire coordonner les modes de formation des salaires entre les pays européens, pas d'une manière autoritaire, mais juste coordonner déjà que les pays se discutent sur l'évolution des SMIC, sur l'évolution du point d'indice de la fonction publique, etc., pour permettre de refaire converger les coûts du travail. Ça nous prend 5 ou 10 ans, mais concrètement, ça a été acté. Donc il y a des agences de la compétitivité et de la productivité qui vont être mises en place dans chaque pays européen et qui seront coordonnées. Les Allemands étaient d'accord parce qu'ils pensent que c'est un outil pour faire baisser les salaires en France, et les Français étaient d'accord parce qu'ils pensent que c'est un outil pour faire augmenter les salaires en Allemagne. Donc ce genre d'ambiguïté, on arrive à avancer en Europe, parce qu'on ne se comprend pas et on avance quand même. Mais dans tous les cas, cette idée d'une cohérence, d'une convergence des coûts du travail, elle est essentielle pour faire reconverger l'Europe. Et ça va prendre du temps, mais ça va avancer dans le débat. Et encore une fois, ce que je vois du débat allemand est plutôt rassurant de ce côté-là. Et je suis pas de ceux qui... faut pas trop... une fois qu'on a reconnu le problème économique, il ne faut pas trop critiquer les Allemands, comme quoi ils voudraient faire du dumping social, etc. C'est pas du tout le cas. S'ils ont fait ça, c'est pour gérer la réunification. D'accord ? C'est pas du tout pour envoyer des Mercedes partout dans le monde. C'est pas ça. C'est vraiment un problème interne qui a été mal géré, qui a introduit ce problème. Donc oui, il nous faudra un ministre du marché du travail. Oui, il nous faudra repenser
cette notion du travail, de marché du travail, d'une manière beaucoup plus large, effectivement, que le simple coût. Là, j'ai parlé du coût parce que c'est le premier ordre. Sur l'insertion des salariés, sur les projets d'investissement, sur la représentation des salariés dans l'entreprise, sur le syndicalisme du XXIe siècle, sur lequel probablement des instituts comme France Stratégie vont s'impliquer, sur c'est quoi le dialogue social dans le monde à venir, avec cette révolution numérique dont on n'a pas parlé, mais qui va complètement transformer les entreprises. Donc, il y a cette question de l'organisation du travail. Au-delà du coût du travail, c'est une question qui, je pense, devra être centrale pour les économistes demain. Je ne vais pas répondre pour question de temps sur l'investissement public, mais je suis en très grande partie aussi d'accord avec ce qu'a dit Patrick Artus. Il ne s'agit pas de faire des ronds-points partout. L'idée, c'est de faire un pays à 4 et de recapitaliser le système éducatif français, par exemple. Voilà. Denis Ferrand va peut-être revenir recentrer un peu le débat sur la question française, parce que là, on est parti déjà dans toute l'Europe. Sur les politiques à mener en France, votre point de vue? Oui, c'est vrai que regardons déjà comment traiter nos propres turpitudes. Ce sera déjà un premier point, puisqu'il y a des enjeux européens, mais il y a aussi dans les enjeux européens, dans la reconvergence qu'évoquait à l'instant Xavier, il y a beaucoup de points que je partage effectivement. Mais peut-être qu'un point de départ, c'est déjà de regarder la position très atypique. Où sont les atypies françaises ? Peut-être est-ce que c'est ça que nous avons à corriger. Et les atypies françaises, en fait, on peut en distinguer une qui est de très générique et qui renvoie à la démarche initiale bêtement économique, qui est de regarder le système de formation des prix. Et sur le système de formation des prix, bien, on se rend compte que le niveau des prix en France est supérieur au niveau des prix en Allemagne. Quand bien même on a un niveau de PIB par habitant inférieur de 10 points, grosso modo, à l'Allemagne, le niveau de prix à la consommation, et je ne prends pas en compte les prix de l'immobilier, le niveau des prix à la consommation est supérieur d'environ 8 points en France par rapport à l'Allemagne. Quels sont les éléments qui participent à ce décalage ? Ces éléments, ils sont de 3 natures. C'est tout d'abord le niveau relatif de salaire, non pas tant dans le secteur exposé, qu'est le secteur manufacturier, mais beaucoup plus dans les secteurs abrités de la concurrence internationale que sont des activités de services peu exposées. Deuxième point qui explique le différentiel de prix, c'est le niveau de concurrence. Quand on a un oligopsone très important au niveau de centrales d'achat, eh bien ça joue quand même beaucoup sur la formation du prix, là où le niveau de concurrence est plus élevé. Et quand on voit les difficultés que l'on rencontre quand il s'agit d'affronter des lobbies, exemple ce qui s'est passé avec la loi Macron et sur les notaires, on voit toutes les levées de boucliers qui sont intervenues quand a été adressée une politique un peu pro-concurrence. C'est très compliqué à toucher. Et puis, troisième point qui participe de l'originalité française quant à la formation des prix, c'est la fiscalité de production. Nulle part ailleurs en Europe, on trouve un tel niveau de fiscalité où on vient prélever sur les entreprises avant même qu'elles n'aient constaté du résultat. Aujourd'hui, les politiques qui consistent à dire il faut baisser l'impôt sur les sociétés, mais sans toucher à la fiscalité de production, passent à côté d'un élément essentiel. La fiscalité de production, pourquoi est-ce qu'on ne l'attaque pas ? Parce que c'est en réalité la fiscalité qui sert à financer les collectivités locales. Et là, c'est un peu une boîte noire que l'on veut pas tellement ouvrir. La fiscalité de production, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est des barbarismes qui s'appellent C3S, qui s'appellent CVAE, qui s'appellent CFE, contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, CFE, contribution foncière des entreprises, la C3S, contribution de sa sécurité. Oh là, je m'y perds. Mais enfin, on a développé des acronymes dans tous les coins, et on a une fiscalité. Donc, avant même que l'on ait fait du résultat, on a déjà été prélevé. Inversons un peu la logique. Il est beaucoup plus légitime de taxer ce qui a été constaté que de taxer avant même qu'on ne fasse du résultat. Mais taxer du résultat, ça renvoie aussi à une question qu'a ouvert Michel tout à l'heure, qui est un peu la captation de la valeur, qui est un thème que les économistes affrontent au total assez peu. Et aujourd'hui, le numérique, c'est aussi un déplacement dans l'espace où se réalise la valeur, effectivement. Est-ce que la valeur se réalise là où se fait l'activité de production, ou est-ce que la valeur se réalise en celui qui organise le processus de production ? Et avec le numérique, on a un vrai changement fondamental dans l'organisation des systèmes productifs qui aboutit aussi à un déplacement de l'endroit où va se capter la valeur. Et donc là, on a aussi une vraie difficulté qui est à affronter. Et puis, bien dans nos turpitudes, évidemment, comme on a évoqué tout à l'heure l'enjeu de formation professionnelle, je pense que c'est un élément qui est tout à fait clé, qui est à traiter, qui passe par tous les niveaux d'éducation, qui passe par l'éducation professionnelle, mais qui passe aussi par l'éducation dès le primaire. Il y a vraiment l'acquisition des savoirs qui est pas captée. Et puis, il y a peut-être aussi de se redonner des règles simples.
Je vais prendre simplement un exemple qui a été donné dans le récent rapport du Conseil des prélèvements obligatoires. La France, en 2011-2014, a changé en moyenne 33 fois ses règles fiscales sur les entreprises. Donc chaque année, 33 nouvelles dispositions fiscales sont intervenues entre 2011 et 2014. Le deuxième au palmarès, c'est le Royaume-Uni qui a changé 12 fois les règles fiscales. Donc en fait, on est dans un maelstrom de permanente complexification, de permanente imprévisibilité aussi de l'environnement. Derrière la possibilité d'investir, parce c'est vraiment d'investissement dont il est question ici, on fait de l'investissement dès lors qu'on sait faire du calcul économique. Quand les règles ne font que changer, c'est beaucoup plus difficile de faire du calcul économique et de prévoir ce que l'on peut attendre. Fabrice Langlard, sur ce cas français. Alors oui, je dirais 2 mots sur le cas français et un mot également sur les sujets européens. Sur le cas français, je partage le diagnostic global qui est de dire que le sujet n'est pas tant d'investir beaucoup plus, mais de mieux investir d'une façon générale. Et ceci en de multiples sens. La première chose, c'est effectivement investir pour faire face au bouleversement que va connaître l'appareil productif du fait de la contrainte environnementale. Et là encore, effectivement, la difficulté, c'est d'identifier les bons investissements. Et de ce point de vue-là, peut-être que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, en particulier vis-à-vis des entreprises qui doivent prendre des décisions d'investissement à long terme très, très importantes, pour leur donner de la visibilité sur la crédibilité de ce qu'on appelle le prix de la trajectoire carbone. Donc derrière ça, il peut y avoir éventuellement des outils mis en place. En particulier, l'État pourrait s'engager sous une forme ou sous une autre, plus ou moins à garantir la trajectoire de prix carbone futur, ce qui aiderait les entreprises à leur donner une meilleure visibilité sur les bons investissements. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer en 2 mots le prix carbone ? Alors, je suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est. Le prix du carbone, ça consiste à dire, il faut diminuer nos émissions de carbone. Et il faut diminuer nos émissions de carbone parce que ces émissions de carbone ont des externalités négatives sur l'économie qui ne sont pas prises en compte par les agents, en particulier les agents privés, qui ne se rendent pas compte à quel point ça nuit à l'ensemble d'abord de l'environnement et de notre vie sur Terre et même d'une certaine façon au développement de l'économie. Et donc il s'agit en fait de taxer les émissions de carbone de façon à rétablir le bon prix, c'est-à-dire le prix incitatif qui rétablit le bon type d'investissement par rapport à des investissements qui seraient qui ne permettraient pas de diminuer les émissions. C'est ça l'idée. Investir également, mieux investir, au sens large du terme, et ça a été dit, donc je ne vais pas y revenir très longtemps, investir dans la formation. Formation initiale, formation continue. Effectivement, on rejoint le thème du déficit de compétences. Et donc là-dessus, il faut effectivement dégager des moyens, y compris publics, en faveur de l'information et de l'éducation. Ça veut dire également probablement revoir la structure de notre taxation. Et je partage de ce point de vue-là ce qui vient d'être dit par Denis, à savoir que globalement, notre structure de la fiscalité, quand on la compare aux pays qui nous sont proches, c'est comparable. Nous taxons plus que les autres les facteurs de production, et à l'inverse, nous taxons, peu. Du capital peu productif comme l'immobilier. Et d'ailleurs, quand tu as cité les différences de niveau de prix entre France et Allemagne, tu as cité un certain nombre de raisons, tu as oublié une, qui est probablement le prix du foncier. Et donc, de ce point de vue-là, il faut peut-être inventer, je ne rentre pas dans le niveau des prélèvements obligatoires, mais en tout cas, concevoir une structure de notre fiscalité un peu différente, dans laquelle on taxe un peu moins les facteurs de production, travail et capital productif, et un peu plus, justement, la fiscalité environnementale, éventuellement la fiscalité sur la consommation, et la fiscalité en matière immobilière. France Stratégie a écrit un certain nombre de sujets là-dessus. Voilà pour le niveau français. 2 mots pour le niveau européen. C'est notre 3e partie, mais on peut enchaîner. Ah bon ? Ah non, mais à ce moment-là, je vous laisse la parole, ou bien je ne la reprendrai pas. Comme ça nous permet de faire une transition. Très bien. Sur le niveau européen, je pense qu'il y a 2 sujets. Effectivement, il est important quand même d'arriver à coordonner nos politiques en matière de productivité et de compétitivité en Europe. Et de ce point de vue-là, Xavier a fait allusion à une décision très importante du Conseil européen qui a été prise effectivement à l'automne dernier, qui est de dire que d'ici 2018, chacun des pays de la zone euro devra avoir mis en place ce qu'on appelle un conseil de productivité. C'est-à-dire c'est une enceinte dans laquelle des économistes vont évaluer l'évolution de la productivité et de la compétitivité de chacun des pays de la zone euro comparativement aux autres, et ça va créer un effet de réseau. Et je signale d'ailleurs que France Stratégie accueillera le Conseil de productivité français.
Et donc ça nous permettra également de dialoguer non seulement avec le niveau de la Commission, mais entre pays sur ces sujets. Donc ça c'est un point. Le deuxième point important sur la zone euro, me semble-t-il, ça consiste à dire que après les crises que nous avons connues, la zone euro a fait beaucoup de réformes, a créé beaucoup d'instruments, mais elle se trouve aujourd'hui, en termes de gouvernance, globalement, dans une gouvernance qui n'est pas cohérente. Et donc, il faut dire la vérité, si demain, et ça arrivera nécessairement, nous avons un choc macroéconomique négatif fort sur la zone euro, nous ne sommes pas armés pour y faire face aujourd'hui. C'est-à-dire que notre système de gouvernance de la zone euro n'est pas cohérent. Et donc l'urgence, c'est avant que ce choc ne survienne, c'est-à-dire en quelque sorte à froid, c'est de mettre autour de la table les chefs d'État et de gouvernement pour leur demander ce qu'ils veulent à moyen terme pour la gouvernance de la zone euro. C'est un sujet extrêmement complexe, mais déterminant pour l'avenir. France Stratégie a écrit une note sur ce sujet qui consiste à dire il faut poser la question, d'abord, il faut ordonner le débat. Il faut d'abord dire aux chefs de gouvernement, projetez-vous à moyen terme, supposez, dans un premier temps, faites abstraction des niveaux de dette publique actuels, projetez-vous à moyen terme, quel modèle de gouvernance voulez-vous pour la zone euro? Posez-vous 2 questions. La première question, c'est, est-ce que vous voulez, à moyen terme, oui ou non, qu'une part des dettes publiques de la zone euro soit communément partagée au niveau de la zone? On peut répondre oui ou non à cette question. Mais il faut y répondre. Et il faut arriver à un consensus sur ce premier sujet. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que vous voulez, au niveau de la zone euro, un instrument de stabilisation macroéconomique qui, justement, tienne compte éventuellement des externalités d'un pays vers l'autre? Oui ou non, voulez-vous un instrument de ce type? Si les chefs d'État et de gouvernement arrivent à répondre à ces 2 questions, et encore une fois, on peut répondre oui ou non, alors on voit émerger 3 types de gouvernance possibles pour la zone euro. Ces trois types de gouvernance sont cohérentes entre elles, mais ça n'est pas le même modèle. Si vous dites non, je ne veux pas qu'une partie des dettes publiques soit partagée, et donc chaque pays reste responsable de sa dette publique, et non, je ne veux pas un budget commun pour la zone euro, alors vous allez vers un modèle qui est ce qu'on va appeler le modèle Maastricht 2.0, qui consiste, dans ce cas, d'une part, à admettre ex ante qu'il faut prévoir une procédure de défaut sur sa dette publique de chacun des États. Et pour cela, il faut impérativement imaginer d'abord découpler les bilans bancaires en zone euro. Aujourd'hui, pour le faire simple, les banques italiennes sont gorgées de dettes italiennes et les banques allemandes sont gorgées de dettes allemandes. Il faut imaginer, si on va vers un monde de ce type-là, en premier lieu, imaginez que les banques de la zone euro ont à leur bilan l'ensemble des dettes de chacun des pays. Donc il faut trouver un moyen d'aller vers ça, parce que sinon, si un pays fait un jour défaut sur sa dette, à ce moment-là, son système bancaire s'effondre et c'est la catastrophe. Donc premier point, il faut mettre ça en place. Le deuxième point, c'est si on va vers ça, une fois, ça fait beaucoup de si, mais si on va vers ça, ensuite, il faut venir à des règles budgétaires beaucoup plus simples. C'est-à-dire que les règles budgétaires actuelles, le pacte de stabilité, c'est extrêmement complexe. Je pense que très peu de personnes sont capables de le maîtriser. Et donc, il faut imaginer le fait que si les pays sont effectivement responsables de leur dette publique, après, ils sont plus libres sur leur budget. Ce sont de grands garçons. Ça, c'est le premier modèle. Le deuxième modèle, c'est si vous répondez « Oui, nous voulons à terme qu'une partie des dettes publiques soit mise en commun dans la zone euro, qui est une co-responsabilité. » J'attire votre attention que c'est une question extrêmement lourde. Et à ce stade, peu d'hommes politiques prennent vraiment position ferme sur la question. Si vous dites oui à cette question, vous dites oui, en cas de problème, à un moment donné, les Français paieront pour les Grecs, ou bien les Allemands paieront pour les Espagnols. Vous le dites, d'accord? Donc si vous voulez un modèle de ce type-là, à ce moment-là, ça va avec, évidemment, un instrument de stabilisation pour la zone euro, parce que ça n'aurait pas de cohérence de le faire, et ça va avec une contrainte sur les budgets nationaux beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut imaginer un système dans lequel, au niveau de la zone euro, on décide de l'équilibre budgétaire de chacun des pays de la zone euro. Donc ça veut dire perte de souveraineté des parlements nationaux sur l'équilibre global des budgets des nations. C'est logique, on peut aller vers ça, mais il faut l'assumer. Et si on veut l'assumer jusqu'au bout, il faut sans doute imaginer un processus démocratique et donc une démocratisation des institutions de la zone euro. Ça ne peut pas se décider sur un coin de table entre des ministres des Finances entre minuit et 3 heures du matin. Donc c'est toute la problématique, Parlement européen, etc. Troisième solution, vous pouvez dire
Non, nous ne voulons pas de mise en commun d'une partie des dettes publiques au niveau de la zone euro, mais oui, il nous faut un instrument de stabilisation au niveau de la zone euro. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire créer un budget européen, c'est le modèle, d'une certaine façon, le modèle des États-Unis. C'est-à-dire un budget fédéral dans lequel une partie des recettes fiscales vont au niveau de la zone euro, une capacité pour la zone euro éventuellement d'emprunter en propre, et une fois qu'on a fait ça, les États restent responsables de leur dette publique, et on en revient au premier schéma, donc tout ce que j'ai dit sur les bilans bancaires, etc., reste valable. Ça, c'est un point extrêmement crucial, et à mon sens, c'est un point qui devra impérativement être traité une fois que les échéances électorales européennes seront passées en 2017 dans les principaux pays de la zone. C'est ça la vraie question. Dernier point, j'ai dit qu'il fallait d'abord s'entendre sur où nous voulons aller, mais ça ne suffit pas. Parce qu'une fois que les pays se seront, imaginons-le, entendus sur un consensus sur où nous voulons aller, il reste un problème très important qui est celui de régler le problème des excès de dette dans chacun des pays. Et il faudra également le traiter, mais ce qu'on dit, c'est qu'il faut le traiter, en tout cas conceptuellement, dans un second temps, s'entendre d'abord où nous voulons aller, et ensuite parler de cette question d'excès de dette publique, le traiter, parce que il faudra sortir avec un accord global sur où nous voulons aller et qu'est-ce qu'on fait des excès de dette publique. Alors, Fabrice Danglars, vous avez un peu excédé votre temps de parole. Je ne reparlerai plus. D'accord. On va demander à Michel Aglietta, peut-être, que pensez-vous, quelle idée vous avez des évolutions à envisager en Europe? Est-ce que vous êtes, par exemple, sur la même ligne que Fabrice Danglars, ou est-ce que c'est d'autres pistes que vous explorez? Ça pourrait s'inscrire à l'intérieur. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut faire très vite. Qu'est-ce qui peut être fait sans changer les traités? Et je m'appuie essentiellement sur les réflexions récentes, à la fois au Parlement européen et puis à une commission sur la nature des ressources de la zone euro qui s'appelle la commission Monti, qui vient de rendre son rapport en début de cette année. Moi, je pense que les deux objectifs par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'ensemble des questions de diagnostic sont doubles. Il faut redresser la croissance potentielle de toute l'Europe, premièrement, et il faut renforcer la convergence des pays membres pour améliorer la stabilisation macro. Voilà, on est d'accord là-dessus, et je pense que vous avez dû comprendre pourquoi ceci était indispensable. Alors, pour moi, les deux objectifs peuvent être traités différemment. Le premier peut résulter d'un renforcement du plan Juncker, et le second d'une modification du semestre européen, c'est-à-dire de deux procédures que l'Europe a mis en place après 2012. Alors, en ce qui concerne, et pour moi, le budget européen est un budget pour l'investissement de long terme. Il a donc une fonction spécifique, et cette fonction, c'est d'investir en dernier ressort pour produire une valeur ajoutée de l'Europe supérieure à celle qu'on aurait dans chaque pays séparément si chacun faisait les investissements. Donc les deux types d'investissements à définir sont les investissements qui donnent une valeur ajoutée à toute l'Europe et qui par conséquent, il est légitime qu'ils soient sous la garantie du budget européen. Alors, ça c'est l'idée essentielle, et donc orientée vers le long terme, puisque ces investissements de grande transformation du régime de croissance sont des investissements à long terme dans lesquels, disons, le secteur financier privé, les marchés financiers privés ne peuvent pas le faire tout seul. C'est ce que a été appelé par Mark Carney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, la tragédie des horizons. C'est-à-dire, il faut penser au temps, c'est-à-dire que les investissements dont on a besoin sont des investissements qui ne peuvent être faits que dans des coopérations publiques-privées. Alors, c'est quoi une valeur ajoutée européenne? Donc, c'est produit par des politiques publiques dont l'effet est additionnel à la valeur qui peut être produite par chaque pays séparément. Il faut définir par conséquent les investissements qui donnent des gains globaux et non pas seulement locaux. Ce type d'investissements font partie de la transformation du régime de croissance et font partie aussi du changement géopolitique du monde. Il ne faut pas oublier les investissements d'ordre politique qui nous sont indispensables pour que l'Europe atteigne son autonomie politique. Vous avez un exemple concret? Alors, je vais les donner. La défense, c'est très important maintenant. La sécurité des frontières, notamment la sécurité de Schengen, les frontières de Schengen. Le changement climatique est absolument un pivot crucial. Et nous, soi-disant, c'est là que nous avons nous-mêmes promu par la COP 21
disons, le processus dans lequel on doit s'arracher à la situation d'aujourd'hui, qui nous mène à une catastrophe climatique après 2050, si la trajectoire est maintenue. Donc c'est vraiment crucial, et c'est vraiment, évidemment, c'est un bien public global, c'est bien le climat, on ne peut pas le traiter au niveau du monde pour plein de raisons, mais l'Europe doit être, et si elle veut garder un leadership technologique, vu les changements technologiques qui sont dans ce domaine à venir, l'Europe doit fonctionner comme un tout sur ce type d'investissement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des investissements décentralisés, mais dans une coordination d'ensemble, évidemment, et de très gros investissements sont eux faits directement au niveau européen. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, tout ce qui est les réseaux, qu'ils soient numériques, les transports transnationaux, les réseaux intelligents de distribution d'électricité qui sont indispensables pour une politique énergétique de l'Europe, la recherche fondamentale, et la recherche et développement fondamental peut être en grande partie mise en réseau pour pouvoir accroître sa capacité, sa puissance. De la même manière, je pense que des associations entre des centres d'excellence universitaires au niveau européen peuvent améliorer considérablement à la fois le lien étroit entre la qualification, les experts, disons de différentes disciplines, les chercheurs, et puis de produire, si vous voulez, une recherche fondamentale plus puissante. Voilà, ça c'est la nature des investissements dans lequel il doit y avoir une compétence européenne et donc une responsabilité politique européenne pour ce faire. Et pour ça, il faut des ressources. Des ressources sans donner au Parlement un pouvoir de taxer, qui supposerait évidemment un changement de traité. Eh bien, il existe un sens. C'est ce qu'on appelle les ressources propres, qui existent dans le budget, et qui sont insuffisantes. Les ressources propres, ça veut dire ce sont des ressources qui sont attribuées de manière définitive, des ressources fiscales attribuées de manière définitive à l'Europe, et qui ne font donc pas partie d'arbitrages annuels, si vous voulez, par lesquels les gouvernements, disons, donnent certaines dotations à l'Europe, mais qui restent de leur responsabilité. Il faut que ça devienne de la responsabilité de l'Europe. La ressource qui fait ça, elle existe déjà, la première, elle est très insuffisante par rapport à nos politiques, ce sont les droits de douane. Étant donné que nous sommes dans un marché unique, évidemment, les droits de douane, ils sont européens, ils ne sont pas nationaux, même si c'est si vous voulez, les administrations nationales qui les prélèvent. Ils sont affectés de manière définitive au niveau européen, ils sont sous la responsabilité du budget européen et donc du Parlement. Mais il faut plus que ça, il faut en trouver d'autres par conséquent. Il faut trouver d'autres ressources qui, par rapport à la nécessité de produire une valeur ajoutée européenne, deviennent des ressources propres de l'Europe pour un budget, si vous voulez, capable de mener les politiques d'investissement ou d'inciter aux politiques d'investissement qui sont nécessaires. Et donc, moi, il y en a plusieurs qui sont possibles, qui sont, disons, ce type de ressources, qui sont une taxe, évidemment, européenne sur le CO2, étant donné l'aspect, encore une fois, externalité globale du problème du CO2, une taxe européenne sur le CO2 associée à une valeur sociale du carbone, qui permettrait aux acteurs privés de dire, voilà, vous pouvez calculer votre rendement prospectif de vos investissements à partir d'une valeur sociale du carbone qui est garantie. Et une taxe qui va avec, si vous voulez, pour réduire évidemment la pollution progressivement, dans le cadre, si vous voulez, des politiques lutte contre sur le changement climatique. La deuxième possible, c'est une taxe sur l'électricité, prélevée à la consommation, éliminant d'autres types de taxes qui existent aujourd'hui. Le mieux, c'est qu'elles soient prélevées sur la consommation avec un taux unique sur toute l'Europe. Si lors qu'on pense que le problème de l'électricité de l'énergie est un problème européen, et c'est là qu'on a besoin d'une politique énergétique commune. Vous pouvez penser évidemment à une taxe sur les transactions financières, dans la mesure où nous voulons un espace unique, et ça c'est normal qu'il y ait une taxe qui concerne l'Europe dans son ensemble, exactement comme les droits de douane pour les marchés des biens. Et vous avez aussi la possibilité de mettre à l'Europe, après tout, ce qui est le seigneuriage de la Banque centrale, puisque, là encore, vous avez une politique fédérale, une politique commune, il est assez normal que le seigneuriage soit au niveau européen, puisque c'est toute l'Europe qui bénéficie, on l'a dit tout à l'heure, de la politique monétaire. Je termine rapidement sur la réforme du semestre européen, sur les politiques de stabilisation. Le point crucial, c'est qu'il nous faut un policy mix européen. On le sait, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire qu'on n'a aucune
aujourd'hui procédure qui permet de dire au début du semestre européen, c'est-à-dire au début de l'année en cours par rapport au budget qui devra être voté dans chacun des pays, nous ne savons rien de ce que doit être le budget agrégé de la zone euro. Et il faut que ce budget agrégé de la zone euro soit un budget contracyclique, ce qui est évidemment l'élément essentiel. Je vais être obligé de vous interrompre parce que sinon... Juste ça. Pour qu'il soit contracyclique, il faut qu'il y ait qu'il y ait un minimum, c'est-à-dire qu'il y ait une agence budgétaire européenne constituée par un département de la Commission fusionnant avec l'Eurogroupe, qui a une responsabilité de définir ce que doit être le budget par rapport à la situation conjoncturelle de l'Europe. Et ensuite, le partage se fait à l'intérieur de cette masse qui devient une masse qui a un sens économique puisqu'elle est liée, si vous voulez, à une analyse de fond. Et à ce moment-là, on peut faire un partage qui prend en compte les éléments macroéconomiques, donc qui prend en compte notamment l'excédent allemand, le déficit des autres, etc., et qui devient un partage et qui, à mon avis, doit être sous la responsabilité d'une commission interparlementaire des parlements nationaux, puisque c'est eux qui sont les maîtres devraient être les maîtres de la situation. Aujourd'hui, les parlements nationaux sont totalement à l'extérieur de la politique budgétaire. Ces parlements et les recommandations de ce Parlement soient évidemment quelque chose qui s'impose au Conseil qui prend les décisions. On va passer la parole peut-être à Patrick Artus, parce que vous êtes tous très bavards sur les projets européens, ce qui est intéressant, mais du coup, ça réduit le temps des autres. Non, mais je vais aller très vite. J'ai beaucoup de sympathie avec l'analyse de Fabrice Lenglart. Simplement, il faut se rendre compte que c'est une analyse à 30 ans. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin, comme l'a dit Michel, de choses rapides, c'est-à-dire qui se fassent sous la contrainte de rester dans le cadre des traités tels qu'ils sont. Ce qui n'empêche pas, évidemment, ta réflexion, Fabrice, c'est extrêmement importante, je crois, sur le lien qui est extrêmement mal compris d'habitude entre les règles budgétaires et l'organisation budgétaire en Europe. Mais c'est quand même vraiment long terme. Alors, à court terme, que peut-on faire ? Je crois qu'il faut repartir de ce que nous avons tous dit, de l'excédent d'épargne des Allemands. Les Allemands ont un excédent extérieur de 9% de leur produit intérieur brut. Donc c'est de l'épargne qu'ils n'utilisent pas chez eux. Et la tentation française a été de dire on va les taper sur la table des Allemands à Berlin en leur disant on vous donne l'ordre d'utiliser cet argent, donc faites des déficits publics, augmentez vos salaires, consommez plus. Cette tentative est totalement sans espoir. L'Allemagne est un pays vieillissant, riche et au plein emploi. Ils n'ont strictement aucun besoin de faire de la relance budgétaire et ils n'ont pas vraiment besoin de consommer plus. Quand vous avez plein de pognon et 3 voitures, vous ne voyez pas vraiment le point de consommer davantage. Donc je crois que la bonne piste, c'est de dire mais nous avons trouvé notre financement. Le financement de tous les projets censés en Europe, c'est l'excédent allemand. Et comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, cet excédent allemand est perdu pour l'Europe puisqu'il est prêté au reste du monde. Il n'est pas prêté à d'autres Européens, il est prêté au monde hors Europe. Et c'est ceci le problème. Donc comment fait-on pour utiliser l'excédent d'épargne des Allemands, qui est la même chose que leur excédent extérieur, pour financer les investissements intelligents dont parlait Michel en Europe ? Le problème, c'est que si on veut faire davantage d'investissements intelligents, ce sont des investissements qui n'auront pas nécessairement une rentabilité économique privée. C'est ça la limitation du plan Juncker. Le plan Juncker finance des investissements qui sont économiquement rentables puisqu'ils sont financés par des émissions de dette de très grande qualité par la Banque européenne d'investissement. Si vous voulez faire un programme très volontariste, par exemple dans les énergies renouvelables, vous allez faire des investissements qui se valorisent par leurs externalités climatiques, etc., et pas du point de vue d'un investisseur privé. Donc la solution, il me semble, à tous nos problèmes, c'est une organisation d'ingénierie financière, finalement, qui permet d'emprunter l'épargne des Allemands sur des supports qui soient de très grande qualité, comme on le fait aujourd'hui avec le plan Juncker, ce qui permet aux Allemands de nous prêter leur épargne. N'oubliez pas que les Allemands ont prêté leur épargne aux Européens de la création de l'euro jusqu'en 2011 pour financer la bulle immobilière en Espagne, les aéroports où il n'y a pas d'avion, etc. Donc on comprend que les Allemands aient un peu la trouille de nous prêter leur épargne vu ce qu'on en a fait avant, Et donc il faut absolument sécuriser cette épargne, mais en même temps l'utiliser pour des projets qui se valorisent par des externalités climatiques, sociales. Et donc il faut un peu d'ingénierie financière. Et ça, tout le monde, on sait le faire. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu d'argent public européen pour permettre de transformer
des projets qui n'ont pas de rentabilité économique directe, qui sont ces projets externalités, en des actifs financiers achetables par les Allemands dans une très grande sécurité. Et là, vous avez résolu tout le problème. C'est colossal l'excès d'épargne des Allemands non utilisé en Europe. Juste 2 petits mots avant de passer la parole au dernier. Donc voilà, et cette logique, elle ne doit pas être de conflit avec l'Allemagne. Il me semble que c'est une logique coopérative. Il faut aller expliquer ça aux Allemands. Avoir comme projet politique de taper sur la tête d'Angela Merkel jusqu'à ce qu'elle crache ses excédents budgétaires, c'est un projet qui a peu de chances de réussir. 2 petits mots sur deux petits compléments. Les banques, évidemment. Comme l'a dit Michel au début, une des raisons aussi pour lesquelles l'épargne ne circule plus entre les pays européens, c'est la situation des banques. Si vous voulez financer une PME italienne, il faut que ça soit fait par une banque italienne. Donc il faut que cette banque italienne, elle puisse s'endetter auprès d'une banque allemande. Et si la banque allemande ne veut pas prêter à la banque italienne, vous ne financez pas la PME italienne. Donc rétablir la confiance dans le système bancaire dans tous les pays européens, c'est extraordinairement important. Et dernier point, il faut aussi des projets qui aient une perception immédiate par les citoyens. C'est bien les grands projets, les grands fonds contracycliques, etc. C'est sympa, mais ça ne va pas créer de perception immédiate. Donc il faut réfléchir, et plein de gens le font, à des projets qui soient perçus comme des apports de l'Europe aux citoyens. Par exemple, il y a des gens qui travaillent sur, et le CAE et France Stratégie l'ont fait, même sur un pilier d'indemnisation du chômage qui soit au niveau européen. On peut réfléchir à, vous savez, il y a l'Erasmus des apprentis. En disant Erasmus, pourquoi il n'y a que les doctorants? On pourrait mettre tous les étudiants en études techniques dans un système où ils circuleraient de lycées techniques, universités techniques en Europe. Il y a peut-être des projets autour du logement social, autour de l'éducation. Voilà. Donc il faut des projets concrets, visibles, tout de suite, et qui ne soient pas simplement des projets de macro théoriques, qui apportent une visibilité de l'Europe directement tout de suite chez les citoyens. Alors, malheureusement, il va vous rester 1 minute chacun pour conclure. Je ne sais pas si c'est suffisant. Xavier Rago, vous avez esquissé déjà tout à l'heure les pistes pour l'Europe. Largement, 1 minute, c'est plus qu'il n'en faut. Je pense que la contribution de la France à la beauté du monde, c'est probablement les jardins à la française, extrêmement cohérents, très bien organisés. Et je pense que Fabrice nous a fait une démonstration somptueuse de la capacité de mise en cohérence de l'architecture européenne avec ces 3 options. Mais je dis ça sans aucune ironie, je pense qu'il manque en fait à l'Europe. C'est vrai que ça a 30 ans, comme a dit Patrick, mais il nous faut des points sur des cohérences dans lesquelles on se projette pour voir où on va. Parce qu'il y a des options politiques, à force de gérer l'urgence en Europe, à coup de mécanismes européens, de machin. On va sur des options qui ne sont pas pensées, on ne voit pas la cohérence, et les systèmes divergent. Et ils divergent encore. Bon, une fois que j'ai dit ça, je vais revenir à une approche anglaise. Le jardin à l'anglaise, c'est tout fouillis, mais c'est beau quand même. Déjà, pour sauver l'Europe, il faut résoudre le problème de la Grèce. Tant qu'il y a des gens, des pays qui pensent que la Grèce va sortir de la zone euro, on ne peut rien faire. Tant que ce débat-là n'est pas tranché entre Schäuble, Merkel et Schulz, grosso modo en Allemagne, on ne peut rien faire. Il n'y aura pas de grand pas en avant fédéral, il n'y aura pas de grand pas en avant bancaire. Donc l'essentiel du capital diplomatique, de l'intelligence est fait pour gérer le cas grec. Résolvons le cas grec, faisons un bon défaut sur la dette grecque, tout le monde sait qu'on est obligé de le faire, et après passons à autre chose. Donc ça, c'est une condition sine qua non pour dégager du temps dans les agendas pour parler d'autre chose, je dirais, au niveau européen. Donc je pense que c'est très court terme, mais il faut le faire. Petit 2, dans la minute qui m'est impartie, effectivement, avec Agnès Benassi-Kéré, dans une note du CAE, on avait défendu un mécanisme européen de chômage. Je pense que c'est une très bonne idée. Alors, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Vous allez me dire, oui, mais les taux de chômage sont très différents entre la France, la Grèce et l'Allemagne. Oui, mais aux États-Unis aussi, entre les États, les taux de chômage sont très différents. Et il y a un mécanisme fédéral d'assurance entre les États fédéraux du marché du travail. Donc, ce qu'on a essayé de proposer, c'est copions ce qui marche, soyons anglais, pragmatiques. Donc, regardons aux États-Unis. Il y a un système de chômage par État et un système fédéral. On peut importer ça, c'est concret, ça donne du pouvoir d'achat. C'est des mécanismes qui vont dans le bon sens d'une compréhension des marchés du travail, d'une institution, d'un ministre du marché du travail dont on a besoin. Donc, c'est quelque chose de concret qui pourrait nous permettre d'avancer sur plein de dimensions institutionnelles, politiques et budgétaires. Je n'ai pas le temps de détailler pour le temps qui m'est imparti, mais je pense que cette piste, qui a des hauts et des bas, dans les agendas européens. Je pense qu'il faut encore la pousser. Ce n'est pas l'idéal. Dans un autre monde, on ferait autre chose. Mais vu la situation actuelle, je pense qu'il y a une piste qui peut nous permettre d'avancer concrètement et démontrer à tous les citoyens européens
que l'Europe, c'est un objet commun, un objet qui tient compte des plus pauvres, des gens qui sont exclus des mécanismes de marché du travail, etc., etc. Donc des gens vraiment qu'on a besoin, et ce sont essentiellement les chômeurs de long terme, on le sait très bien. Donc un peu de solidarité européenne nous ferait du bien. Denis Ferrand. Oui, peut-être qu'effectivement, ce qui ressort, il me semble, de nos échanges, c'est l'enjeu d'un projet européen. Or, si il y en a peut-être qui ont des velléités de construire des murs un peu partout dans le monde, en Europe, on a peut-être creusé des fossés. Et des fossés qui sont parfois des fossés d'incompréhension, dont un fossé important passe à peu près au niveau du Rhin. C'est assez saisissant de voir combien économistes allemands, économistes français, administration allemande, administration française ont des difficultés désormais à se comprendre. Et ça, c'est quand même un prolégomène tout à fait clé à arriver à pouvoir se reparler ensemble pour pouvoir faire des projets. Parce qu'effectivement, c'est derrière une logique de projet que l'on peut avoir une sortie par le haut. Et tout à l'heure, Patrick rappelait les espaces où se sont créés des emplois. Il y en a un qui est important à garder présent à l'esprit, c'est qu'en gros, un quart des créations nettes d'emplois qui sont intervenues en France ont été dans le domaine de la sécurité. On connaît très bien le contexte, post-attentat, mais quand vous allez faire vos courses, vous êtes contrôlé. Ça fait aussi du boulot. Et aujourd'hui, une aspiration très importante à la sécurité et à la défense également. S'il y a un espace où on peut avancer peut-être rapidement, et le contexte géopolitique nous pousse un peu dans ce sens, c'est probablement dans la défense. Ajoutons peut-être des dispositifs sociaux qui rendent visible immédiatement un enjeu de construction européenne. Et là, on peut avoir quelques pistes assez importantes parce qu'effectivement, il faut redonner du sens, redonner de la visibilité. Ça permet aussi d'éviter d'avoir des canards sans tête. Les canards sans tête, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une administration européenne qui, parce qu'elle n'a pas véritablement de projet qui la guide depuis la création de l'Union européenne, eh bien, une administration laissée à elle-même, elle fait ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire qu'elle produit de la norme, elle produit de la réglementation, et ce faisant, elle produit les conditions de son rejet par l'ensemble des populations. Donc redonnons de l'acceptabilité en redonnant du sens à cet objectif formidable qui est cette construction européenne. Merci à tous de nous avoir éclairés. On a vu qu'il y avait un consensus sur certaines choses, notamment le diagnostic, un peu moins peut-être sur les pistes de réponse. C'est donc la fin de ce débat. Malheureusement, on n'a pas pu prendre de questions, ou presque pas, parce que nos économistes étaient très bavards et très intéressants aussi. J'espère qu'ils ont répondu aux questions que vous aviez en tête. Voilà, c'est la fin de cette session. Le printemps de l'économie, ça continue pendant 3 jours. Profitez-en.